Après, moi qui angoissais beaucoup et mon mari aussi sur les injections, c'est de se dire voilà, on s'en fait un peu toute une montagne, mais finalement c'est pas si horrible que ça. Et finalement, c'est pas ce qu'on retient. Mais je pense que ça m'aurait peut-être rassuré, tu vois, quand j'ai ouvert mon fameux carton avec toutes mes injections, de me dire non mais t'inquiète pas, C'est pas très c'est pas compliqué, grave. ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne se passe pas comme on se l'était imaginé. Moi c'est Anne-Fleur, je suis la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Il y a quelques mois, Aurélie m'a contactée sur mon compte perso Instagram pour me parler de Alors c'est pour bientôt. Elle aussi expatriée aux États-Unis, elle a vécu tout son parcours de PMA en Californie et est la maman de Léna, 2 ans et demi, et d'Evan, âgé de 5 mois et demi. Rapidement, elle me propose une succession d'idées géniales pour lancer et développer le blog du podcast, que je vous encourage d'ailleurs au passage à aller visiter sur le site internet du podcast, et elle offre son aide et son énergie pour prendre à bras le corps ce projet. Et quelle énergie! Un vrai bonheur. Mais aujourd'hui, Aurélie va vous livrer son histoire. Âgée de 36 ans, elle a rencontré son amoureux à l'âge de 18 ans, et c'est il y a 5 ans qu'ils décident tous deux de faire le grand saut et de partir s'installer au cœur même de la Silicon Valley aux États-Unis. Dans cet épisode, Aurélie raconte donc son parcours d'essai naturel à la découverte du système de santé américain qui lui était jusqu'alors complètement inconnu. Les prises en charge sont aussi très différentes. Aurélie nous explique les complémentaires santé qu'elle a trouvés pour s'assurer de pouvoir suivre ses traitements sans se ruiner financièrement. Puis elle nous entraîne avec elle 5 ans en arrière à la découverte du monde merveilleux de la PMA locale. Saviez-vous qu'on leur propose des formations spéciales FIV avant même de se lancer ? Aurélie nous parle aussi d'un test intéressant. Connaissiez-vous le test de l'analyse de la réceptivité de l'endomètre, ou ERA ? Celui-ci permet d'ajuster et de personnaliser le traitement pour préparer l'endomètre au transfert en FIV. Puis nous discutons des screenings génétiques préimplantatoires proposés par son médecin, de ses 2 FIV, 3 transferts et de ses 2 bébés à la clé. Un magnifique épisode, dense et passionnant. Alors c'est parti, je vous amène donc en Californie à la rencontre d'Aurélie. Bonne écoute! Bonjour Aurélie, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ? Bonjour Anne-Fleur. Alors ça va très bien. Je t'appelle, moi je suis aux États-Unis, en Californie du Nord plus précisément. Ouais, donc, vu de la France, on est presque voisines. Exactement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais partie de l'équipe justement du podcast d'ailleurs. Et tu veux nous expliquer en 2 mots sur quoi tu travailles ? Alors, on va essayer de lancer des articles sur le blog. Et ouais. Et Compléter le podcast. Exactement. Bon, on en dira plus. Je pense au moment de la sortie de ton épisode, on pourra en dire un petit peu plus. On aura avancé sur le projet. Donc ça devrait être chouette. Bien. Dis-moi, alors, t'es aux États-Unis depuis combien de temps ? 5 ans à peu près. D'accord. Et vous êtes venus pour le boulot ? C'était un rêve ? C'était quoi ? Ou les deux ? Alors, pour moi, pas du tout. Pour mon mari, oui, parce qu'il travaille dans l'informatique et c'est vrai que beaucoup de choses se passent ici. Ça faisait un petit moment qu'il voulait venir. Moi, j'étais pas hyper chaude. Et puis à un moment, ça s'est fait. Voilà, l'opportunité s'est présentée et donc on est venu ici. Il a réussi à te convaincre. Bec. Sans indiscrétion, t'as quel âge, Aurélie ? Alors, j'ai 36 ans. D'accord, ok. Et tu viens de quel coin en France ? Alors, je viens des Sables d'Olonne, c'est en Vendée, sur la côte ouest. Sympa ça. Donc, toi et Jérémy, vous vous êtes rencontrés comment et à quel moment de votre vie de couple, je dirais, est venue l'envie d'avoir un bébé ? Alors, on s'est rencontrés en 2002, donc on avait 18 ans. C'était en fait l'ami de mes cousins jumeaux. Ah, excellent, ok. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que tous les deux, on a assez rapidement parlé d'avoir des enfants, mais on n'était pas spécialement pressés. Forcément, à l'époque, on était jeunes. Après, on est partis pour le travail tous les deux à Paris. Et puis, la vie parisienne, habiter dans un petit appartement avec des gros horaires, j'avoue qu'on avait du mal à se projeter, en fait. Ouais, j'imagine. Donc, on parlait toujours d'avoir des enfants, mais on se donnait pas de date. Et puis, le fait d'arriver ici aux États-Unis, ça a été vraiment, on s'est dit, c'est le bon moment. On était même sûr que ça allait marcher tout de suite. Du coup, j'avais dit, je vais pas chercher un travail, c'est pas la peine, parce que le temps d'avoir le visa pour travailler, enfin, si ça marche tout de suite, voilà, c'est pas la peine. Ouais, t'avais envie de pouvoir rester auprès de tes enfants au début, quoi, c'est ça que tu veux dire ? Oui, et puis je me voyais pas arrêter de travailler au bout de quelques mois de. Ouais, bien sûr. Ok. Donc du coup, si mes calculs sont bons, du coup, il y a 5 ans, c'est ça ? Voilà. Vous décidez de vous lancer, super. Du coup, je veux dire, vous lancez de manière naturelle. Tu vas pas voir un gynéco pour faire un petit bilan avant tout ça. C'est vrai, quand on est arrivé ici, j'ai pas été voir un médecin tout de suite. Enfin, on n'a pas du tout imaginé le moindre problème. On était en bonne santé tous les deux, donc on s'est dit, on y va. Enfin, moi, tout de suite, j'ai eu des cycles hyper réguliers. Donc, voilà, assez confiante que tout se passe bien. Et puis, quand
1er cycle, ça marche pas. Comme on était vraiment tous les 2 hyper prêts à ce moment-là, on s'est dit: «Bon, bah, je vais faire les tests d'ovulation». Ah, Comme dès le ça, premier cycle qui n'avait pas marché, tu as pris un peu les choses en main déjà. voilà. Ouais. Ouais, Ok. c'est un peu mon caractère. C'est bien. Bah, ouais, mon mari aussi était tout à fait d'accord pour qu'on sache Ouais. tout de suite, voilà. Vous en sachiez plus, quoi. Ouais, bien sûr. D'accord. Exactement. Donc on démarre les tests d'ovulation et là, bah, sans surprise, je suis hyper régulière. Ok. Voilà, les cycles réguliers, l'ovulation toujours bien détectée, toujours au même moment. Donc c'est vrai qu'au bout de quelques mois, on se dit: «Ah, c'est quand même bizarre». Ah, et tu penses Comme tout de suite que c'est bizarre parce que finalement, au bout de bah, quelques oui. mois, bah, c'est la trentaine, enfin, Ben non, non, c'est tout c'est pas hors du commun, quoi, en tout cas dans les histoires qu'on entend. non, tout à fait, c'est vrai. Mais moi, je pense que j'étais un peu influencée dans notre famille, on avait ni l'un ni l'autre des personnes qui nous avaient parlé avoir eu des soucis. Moi, ma mère m'avait toujours dit d'ailleurs que, quand elle avait voulu, tomber enceinte, le médecin lui avait un peu rigolé en disant: «Non, mais ça va prendre quelques mois» et elle était tombée enceinte 2 mois tout de suite. Donc voilà, dans ma tête, ça allait marcher rapidement. Ouais. Donc il y avait pas de raison que ça prenne plusieurs mois pour vous, quoi. Voilà et puis c'est vrai quand ouais, de voir ces cycles hyper réguliers qui se passe rien, Ça t'a mis la puce à l'oreille. déjà voilà. Donc on s'est dit bon, bah, comme on n'avait pas de médecin, on était arrivés depuis pas très longtemps aux États-Unis. J'ai commencé par prendre rendez-vous avec un médecin généraliste. Je savais bien que normalement, c'était au bout d'1 an, tu faisais des tests, enfin qu'avant il se passait rien, hein. Mais Mhm. elle a été super à l'écoute. Tout de suite, elle m'a dit: «Bah, je peux faire quelques tests pour vous». Elle m'avait même Ouais. proposé de faire un bilan hormonal direct. D'accord. Donc là, je me suis dit: «Ah bah, on va quand même attendre, ça me paraît un peu prématuré». Donc voilà, le Mais lait alors, question ouais. bête, mais du coup, tu penses que ça te paraît prématuré, mais du coup, tu y allais pourquoi, du coup, si tu pensais que c'était prématuré de faire des Bah, tests, tu parce que voulais... je savais pas si c'était long après enfin, comme je connaissais pas le système de santé américain, Ouais, j'avais ouais, aucune idée de si j'allais avoir un rendez-vous rapidement. De toute bien sûr. façon, il me fallait un médecin généraliste parce que dans notre assurance santé ici, on a un peu l'obligation de faire un rendez-vous par an pour Mhm. vérifier qu'on est en bonne santé. Donc voilà, ça on s'est dit, voilà, c'est le bon moment de mettre un pied déjà dans le système de santé. Bien sûr, d'accord. Et question bête, tu parlais bien anglais à l'époque? Enfin, moi j'ai toujours trouvé, vivant aussi aux États-Unis, assez Ouais. impressionnant, je trouve, les premiers rendez-vous, surtout les rendez-vous, je dirais, à forts enjeux, quoi, tu vois, donc les rendez-vous sur la fertilité, des trucs qui tiennent Ouais. vraiment à cœur. Alors Ça me faisait j'ai peur, pas moi. Pourtant, je parlais ouais, anglais, alors moi mais... j'ai pas trop eu de soucis parce que Mhm. j'ai fait une partie de mes études en anglais. Donc la langue, c'était pas un problème et en plus je travaillais en laboratoire pharmaceutique, donc c'est vrai que Ouais, le vocabulaire, on va dire, bien sûr. médical ne m'effrayait pas. Super. Cette médecin, du coup, donc elle propose des tests. Tu dis, écoute, non, c'est trop tôt. Pour l'instant, on n'en est pas Oui, encore du là. coup j'ai dit: «OK», on a fait je crois le test pour la thyroïde et peut-être 1 ou 2 autres, je me souviens plus ce que c'était, mais voilà, vraiment le bilan hormonal, j'ai dit: «On va attendre, d'avoir un an Mhm. d'essai». Pareil, Ok. elle m'avait dit: «Bah, envoyez-moi votre mari tout de suite, il y a pas de problème». On a attendu quand D'accord. même. D'accord. Donc au bout d'1 an, je sais plus si c'est moi ou c'est, mon mari qui y retourne d'abord. Donc tout de suite, elle lui a dit: «Bah, on fait un spermogramme». Donc voilà, il en fait un premier. Donc là, c'est un peu spécial, hein. Aux États-Unis, enfin, c'est peut-être qu'en France, il y a des endroits où c'est pareil, mais on reçoit un mail pour nous dire qu'on a des résultats d'analyse. Oui, c'est vrai. C'est pas un appel de la médecin. Bon, en général, si les médecins appellent, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de grave. En tout cas, dont ils veulent discuter, quoi, ouais. Voilà et donc on reçoit le mail et puis on regarde les résultats. Bon, nous forcément, on s'est pas trop renseigné, donc on sait pas trop ce que ça veut dire, mais on Mhm. voit tout de suite qu'il y a un chiffre qui est en rouge. Donc pour les spermatozoïdes, si je dis pas de bêtises, ils vérifient le volume, donc la quantité, la Mhm. forme et la mobilité. Et lui, D'accord. le chiffre rouge, c'était sur la forme, où c'était marqué morphologie, moins de 2% des spermatozoïdes ont une forme normale. Là, bon, on se dit: «Ouh là!» Ouais. Ça paraît pas terrible. Donc on regarde un petit peu sur internet, effectivement, ça nous paraît pas très encourageant. Donc il refait le point avec la médecin qui lui dit: «Bon, vous inquiétez pas, on valide toujours par un deuxième spermogramme, Mhm. parce qu'il peut y avoir, des soucis au niveau de l'analyse». Enfin voilà, on vérifie. Il fait le deuxième et puis, bah, là, c'est pareil. Mince. Donc mince. Moi, je fais les tests de mon côté, donc le fameux bilan hormonal. Il y a rien de catastrophique, il y a des chiffres qui sont pas, géniaux, mais a priori, pas de gros soucis, hein, identifiés en tout cas à ce moment-là. Vous n'avez pas encore, du coup, rencontré le médecin suite à ces résultats, c'est ça? Ah, je me souviens plus, bah, entre le premier et le deuxième spermogramme, je me souviens plus s'il l'a revu ou D'accord. si ça a été juste par téléphone ou par mail. D'accord. Et comment est-ce que vous avez vécu cette première découverte? Vous en avez pas encore pris forcément la mesure, peut-être, avant de rencontrer le Bah, médecin? je crois ouais, mon mari était un peu perturbé quand même parce que ça lui paraissait vraiment les chiffres très mauvais, quoi Mhm. et mais je sais pas si on se rendait vraiment compte ou alors peut-être que dans notre tête, le fait d'avoir attendu déjà 1 an sans qu'il se passe rien, on était déjà passé,
On à est peu déjà passé en près à PMA, je pense. Ouais, d'accord. En tout cas, ça n'a pas été quand parfois on entend les couples qui parlent de leur parcours où ils ont, voilà, comme si c'était ils avaient découvert quelque chose un jour précis et ils s'en souviennent vraiment de ce moment-là. Nous, c'est pas le cas. Je pense que graduellement, en fait, c'est monté dans notre esprit qu'on allait passer par là. Ouais, vous auriez besoin d'un coup de main, quoi. D'accord. Il y a pas eu de révélation, entre guillemets. Tac. Donc du coup, toi, donc tes chiffres, pas tout n'est pas ouf, mais c'est pas mal. C'est ça que j'en Ouais, voilà, comprends. voilà, a priori pas catastrophique. On n'a pas non plus beaucoup d'explications, ça reste la médecin généraliste. Ouais. Et à ce moment-là, elle nous dit bon bah là, il faut aller voir, il faut prendre rendez-vous avec une gynécologue. D'accord. Une gynécologue d'un centre de fertilité ou une gynécologue Alors, non, normal. Alors là, nous, en fait, on avait fait le choix, bon, c'est le cas dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, donc c'est notre assurance, donc on a des médecins qu'on peut consulter qui sont liés à notre assurance. Et en fait, dans notre ville, il y a un énorme centre de soins. Ça a la taille d'un hôpital, c'est monstrueux, mais en fait, c'est pas un hôpital, ce sont que des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Et donc, on a fait le choix de se faire suivre là. Donc, à chaque fois, ils vont nous orienter vers d'autres médecins de ce centre. Ah, c'est cool. Du coup, les dossiers suivent et c'est quand même un peu plus Voilà. simple, j'imagine. Ouais. J'ai fait pareil moi Exactement. aussi. Ils ont toutes les analyses, ils ont tout, et donc là, ils nous orientent vers une gynécologue, mais classique. D'accord. Ok. Donc rencontre avec la gynéco. Ils vous prennent assez rapidement d'ailleurs, parce qu'on parle souvent en Oui. France de l'attente entre Oui, les alors, rendez-vous là. ouais. Non, ici, aucun souci. On a toujours eu des rendez-vous rapides. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était genre le mois d'après, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous raconte cette gynéco? Là, j'y vais seule. Elle voit le dossier, donc je crois qu'elle me fait un frottis, un examen, mais là, elle me dit bon bah au vu de votre dossier, de toute façon, faut aller tout de suite en centre de fertilité. Bon, ok. Donc on n'a pas trop avancé quoi. Bon, Voilà, le rendez-vous on un est petit peu avancé inutile, parce mais au moins voilà, ouais, elle nous le dit, c'est sûr, voilà, c'est faut aller au acté centre quoi. de fertilité. Ouais, voilà. D'accord. Et le centre de fertilité, il y en a un dans ce centre médical où tu es ou faut Alors passer voilà, ailleurs? justement, donc là, elle me donne les papiers, il y en a un. Donc bon bah nous très bien, OK, on va prendre contact. Mais avant, on se renseigne un peu, on se dit bon là, centre de fertilité, on est aux États-Unis, assurance. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est vrai que par rapport à la Ouais. France, quand on doit faire un soin, avant toute chose, on prend contact avec son assurance pour savoir ce qui va être pris en charge ou pas. Ouais, il y a pas de couverture minimale ici. Enfin, pas comme en France sur la PMA, c'est Alors, bah, clair. du coup, je m'étais renseignée. En fait, alors si il y a une couverture, en fait, donc sur les 50 États, il y a 16 États qui ont décidé d'imposer entre guillemets aux mutuelles une couverture. Oh, Et super. mais sur, attends, il y a un petit piège sur la couverture. Ça veut dire soit proposer la couverture, entre guillemets l'inclure dans le prix qu'on paye pour la couverture de santé, soit c'est juste proposer en fait une couverture. Donc ça veut dire payer en plus. Subtilité Voilà, importante, c'est pas d'accord. rien. Et il se trouve que la Californie, c'est le cas. En fait, les assurances sont obligées de proposer une couverture supplémentaire, mais donc c'est pas pris en charge. Ok. Donc effectivement, pour des gens qui ont une couverture santé de base ou pas de couverture, il y a zéro prise en charge. Ouais, donc c'est carrément inaccessible quand tu vois les Voilà, bah coûts, oui, quoi. j'avais regardé. En D'accord. plus, en Mais moyenne, je crois que c'est autour de 15 000 dollars un cycle de fécondation in vitro sans les médicaments. Et les ouais. médicaments, c'est autour de Ah, 5 à 7 000 dollars. oh la vache. Oh la vache, d'accord. Donc voilà. C'est complètement dingue. Mais aux États-Unis, beaucoup de ce qu'ils appellent les bénéfices Ouais. santé, donc je sais pas, l'équivalent un peu des mutuelles et plein de choses comme ça, sont aussi offertes par les employeurs. C'est Voilà, c'est souvent ça. d'ailleurs une marque de Ouais. différenciation dans l'attractivité des employeurs. Et ça a été le Oui, cas pour vous? on a énormément de chance. Ah, En fait, ouais, par rapport à la France, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance maladie aux États-Unis, elle a à la fois le rôle de l'assurance santé comme on a en France et de la mutuelle. En fait, c'est les deux. Et donc nous, bah, donc là, on appelle notre assurance justement qui est proposée par par l'employeur de mon mari. Et là, bah, on a une bonne surprise. En fait, il nous propose deux solutions. Soit en fait, c'est un montant ils appellent ça un lifetime, donc ça veut dire sur toute notre vie en gros, qui est de 20 000 dollars si je dis pas de bêtises. Et là, on a le droit de faire donc tous les soins qu'on veut dans la limite de 20 000 dollars. Après, c'est de notre poche. ah, mais donc vu les prix que tu m'as dit, ça veut dire que ça compte une seule FIV ou est-ce qu'ils ont des prix négociés eux, Alors non, c'est pas avec de prix les non, pas de prix providers? négocié. Il faut savoir que nous, on habite en Californie, les prix que je t'ai donnés, c'est les prix moyens. Nous, on est un peu au-dessus. Ouais, Donc ouais, en gros, d'accord, ça ok, correspond à un cycle de FIV. Donc bon, ce qui est déjà d'accord. pas trop mal. Mais là, ils nous disent, Mhm. on propose, ça faisait juste 1 an qu'ils le proposaient, une assurance fertilité spéciale. C'est quelque chose qui venait de se créer. C'est une assurance complémentaire, mais pour le coup, qui est complètement pris en charge par notre assurance, donc par l'employeur de mon mari, et qui est dédiée vraiment qu'à ça.
Et ils ont un système où ils appellent ça des smart cycles. Donc c'est des cycles. On a droit à 3 cycles complètement pris en charge. Et en fait, ils définissent des quotas. Alors si je dis pas de bêtises, par exemple, une ponction ovarienne, ça compte un demi-cycle. Un transfert d'embryon frais, un demi-cycle. Un transfert d'embryon congelé, un 6e de cycle. Enfin voilà. Donc là, ça veut dire que tu as le droit. Ah oui, d'accord, c'est une vraie équation, le truc. C'est ça, c'est que des chiffres. Mais bon, en gros, ça veut dire que tu as minimum quand même 3 cycles de FIV pris en charge. C'est génial, sachant qu'en plus, comme c'est une assurance spéciale, spéciale infertilité, ils se rendent compte que plus tu fais de tests et plus tu as de chances que ça réussisse, donc ils prennent en charge beaucoup de tests, dont les tests génétiques. Ah, super. Donc, ouais. Ok. Très, très bonne surprise. Donc, bonne surprise pour vous, ouais, carrément. Oui, parce que ça nous faisait un petit peu peur. Super. Ah, tu m'étonnes, c'est effrayant. Et alors, du coup, en fait, tu fais toutes ces recherches-là avant même d'aller dans le centre de fertilité, histoire de pouvoir réagir finalement à ce qu'ils vont te proposer. Quoi, et du coup, là, à ce moment-là, on regarde quels sont les centres pris en charge, et il se trouve que le centre dans lequel on dépendait par rapport à nos médecins, on n'en fait pas partie. Et en fait, grâce du coup quelque part à l'assurance, on se rend compte qu'il y a des stats qui existent, qui sont accessibles à tout le monde sur les chiffres, les réussites sur les FIV pour chaque centre. Peut-être que c'est la même chose en France, je sais pas, mais en tout cas, c'est le cas ici. Et c'est vrai que ça a été quelque part une chance, parce que si on l'avait pas su, je pense qu'on serait allé directement chez le centre qu'on nous recommandait sans chercher, en fait, alors que leur stat était pas génial. Bien sûr. D'accord. Et les stats, en fait, c'est donc le taux de réussite. C'est quelque chose d'assez. En fait, t'as par rapport, t'as les chiffres par âge de la future maman, par combien de nombre de cycles il a fallu pour que la personne tombe enceinte ou pas. Enfin, il y a beaucoup de détails dans les chiffres. Est-ce que ça a été un don d'ovocytes, un don de sperme? Enfin, vraiment, les stats sont hyper détaillés. Hyper poussé, quoi. Et c'est pas que, j'imagine qu'on vous donne pas que les stats par rapport aux tests positifs, mais aussi par rapport aux naissances. Voilà. Et après, voilà, tu vois aussi les naissances, les bébés prématurés, par exemple, les fausses couches. Enfin, oui, il y a tout ça d'indiqué. Donc bon, ça. Donc du coup, vous avez utilisé ça pour trouver, un autre. Qui soit quand même proche de chez nous et qui ait des bonnes statistiques. T'as essayé de trouver aussi des recommandations de personnes. Oui, alors moi je connaissais personne qui était passé par là dans mon entourage à ce moment-là. Mais j'avais regardé sur des sites internet, il y avait un forum des parents à Berkeley, donc il y a une ville pas à côté mais pas trop loin. J'avais pu voir quelques recommandations, du coup j'ai commencé à creuser un peu plus. Parce que je réalisais pas encore à ce moment-là qu'il y avait vraiment beaucoup d'écart en fonction des centres. Okay. Donc là justement le centre que j'avais repéré, il avait plusieurs bureaux, donc à différents endroits où ils reçoivent justement les parents, ils font le suivi au quotidien, on va dire, pour la FIV. Et par contre, ils ont un centre qui est plus loin pour faire tout ce qui est ponction et on va dire les opérations. Mais bon, ça, c'est moins grave parce qu'on y va moins souvent. Donc, si c'est plus loin, c'était pas trop grave. Bon, super, d'accord. Donc, du coup, vous prenez rendez-vous. Est-ce que là aussi, c'est facile de prendre son premier rendez-vous? Alors, oui, en fait, au final, c'est assez facile. Pareil, je m'attendais à avoir des mois et des mois d'attente. Je crois qu'on était au début de l'été. Et en fait, on a un rendez-vous pour août. Donc, vraiment rapide. Donc, voilà. Donc, on a le rendez-vous. On a un dossier à remplir assez classique. Ici, tout est informatisé. Donc, en gros, on doit dire à notre centre de soins habituel d'envoyer toutes les infos au centre de fertilité. Donc, voilà, la médecin récupère tout avant. Et puis, bah, voilà, on arrive au rendez-vous. Elle avait déjà toutes les données. Là, elle étudie le dossier et puis, bah, sans grande surprise, elle nous dit bon, bah là, il va falloir passer directement par une FIV, donc pas d'insémination avant. Dans notre cas, ça n'avait pas d'intérêt et c'est une FIV qui s'appelle ICSI, où ils vont justement, quand il y a des problèmes au niveau des spermatozoïdes, sélectionner directement le bon spermatozoïde pour l'injecter dans l'ovocyte. Alors qu'une FIV classique, qui a la bonne forme. Alors que dans une FIV classique, on met les spermatozoïdes au contact des ovocytes sans les injecter directement à l'intérieur. Donc, a priori, un taux de réussite plus élevé? Voilà, oui. Sur le papier, voilà, parce que du coup, ils sont sûrs de sélectionner un spermatozoïde, dans le cas de mon mari, qui a une bonne forme. Et ce premier rendez-vous, d'ailleurs, il se fait avec un gynéco directement ou c'est par un biologiste? Non, c'est la médecin qui nous suit. C'est une endocrinologue spécialisée dans la reproduction, en gros. Ok, donc les hormones. Voilà, mais c'est une gynécologue. Je pense que c'est une gynécologue, mais spécialisée en fertilité. Vous vous y attendiez à cette annonce? Vous aviez fait des recherches entre-temps sur la renseignée. Et j'avais bien compris que quand on est dans le cas comme mon mari, il n'y a pas vraiment le choix.
Donc du coup, ça m'a aussi rassurée de voir qu'elle essayait pas de nous faire passer par des inséminations, par autre chose, mais qu'on allait entre guillemets droit au but. Ouais. Donc alors, qu'est-ce qu'on vous propose du coup comme plan d'attaque? Comment est-ce que ça va se passer tout ça? Déjà, la chance qu'on a eu, je trouve, c'est que c'était une médecin qui était vraiment hyper positive et hyper dynamique. On a l'impression tout de suite qu'on est entre de bonnes mains et que voilà, elle va, Ouais. Tu te ouais, projettes, voilà, quoi, tu fais qu'elle va nous confiance. aider, qu'elle va bien suivre notre dossier. Enfin voilà. Donc déjà, on s'est senti très bien entourés dès ce premier rendez-vous. Donc là, elle nous explique le fonctionnement. Elle nous dit que dans notre cas, avec notre couverture, on a le droit aussi à des tests génétiques. Alors, ils appellent ça un dépistage préconceptionnel. Ça consiste Alors, en quoi en alors? gros, Je c'est connais ils pas. vérifient les maladies génétiques qui sont récessives. Donc, c'est-à-dire, c'est les maladies où il faut que les deux parents soient porteurs pour que le bébé soit malade. Et ils le font sur l'embryon ou Alors ils le non, font c'est chez sur vous? nous, c'est une prise de sang en fait classique, et Ah ils oui, sont capables de détecter, on va je faire crois, ça c'est aussi. environ 200 maladies génétiques qu'ils vont rechercher. Par exemple, la mucoviscidose, c'est le type, enfin c'est le type de maladie qui fonctionne comme ça. Mmh. Où si on n'a qu'un Ouais, gène, on est porteur sain, donc on ne sait pas qu'on est c'est vrai. malade. Enfin, on n'est pas malade justement, on ne sait pas qu'on est porteur, mais voilà. Mais si tant est que vous Et l'ayez si tous les les deux deux, sont atteints, d'accord. là pour le coup, l'enfant sera malade. Ouais, moi j'avais eu ça et je crois que la deuxième grosse autre maladie, je crois que c'était une leucodystrophie aussi. Ce qui m'avait surprise, moi justement dans les tests qu'on m'avait dit, on m'avait dit en fait c'est parce que vous êtes européenne et que il y a une prévalence beaucoup plus importante de ces maladies en Europe. Et en gros, du coup, moi ça m'avait même choqué parce qu'il m'avait fait la prise de sang que sur moi. Et il m'avait dit ok, si vous n'êtes pas porteuse, il n'y a pas besoin d'aller piquer votre mari. Je dis bah Oui, oui, sympa. oui. Oui, quand ils cherchent une maladie spécifique, souvent c'est le cas, exactement. Ouais. Alors que là, ils vérifiaient, là c'est la société qui fait ce test-là, ouais, c'est 200 maladies. Enfin, ils font tout Une une batterie de batterie. tests quoi. Quitte à aller en Mhm. FIV, autant mettre toutes les chances de notre côté. Ouais, bien Donc sûr. voilà. Donc mon mari, nickel, aucune maladie génétique. Moi, ils en trouvent une qui est très rare. Euh, donc là, il y a Ouais. une généticienne qui m'appelle pour m'expliquer, euh, qui me dit vous inquiétez pas. En gros, c'est plutôt votre mari, elle me dit, qui est une exception, parce que si on faisait ce test-là à tout le monde, 70% des gens auraient une maladie génétique qui serait détectée lors de cette prise de sang. En fait, on est tous porteurs quelque D'accord. part de maladies, mais on le sait pas. Bien Donc sûr. voilà, lui n'est pas porteur, donc aucun D'accord. risque pour. Donc, ça prend combien de temps à peu près, là, tous ces tests Franchement, avant de c'est vous hyper lancer? rapide. La médecin a dû nous prescrire d'autres prises de sang, mais c'est voilà, la prise de sang. En plus, j'avais jamais vu ça. C'était une personne qui venait à domicile pour nous faire la prise de sang, Ah, c'est trop bien qui ça. l'envoie après, c'est par courrier, et puis après on reçoit le résultat, je sais pas, peut-être 2 semaines plus tard. C'était rapide, hein. D'accord, ouais, la génétique, 2-3 c'est un peu semaines. plus long. Enfin, c'était Ouais, assez d'accord. rapide quand même. Trop bien. Et donc, du coup, tous les signaux sont au vert pour que vous Voilà. vous lanciez Là, on s'est dit bon, il va y avoir sur des votre délais FIV. de Ok. fou, mais pas du tout, tu vois, parce que là, on est en août et en gros, elle nous dit bon bah prochain cycle, en gros en octobre, on démarre. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ouais, c'était pareil aussi. Même, je trouvais que ça allait presque trop Oui. vite. Ah bah après, elle a bien dit, hein, c'est si Mais, vous êtes prêts. Hein. Elle nous forçait pas la main, mais voilà, bien sûr. ça pouvait aller très très vite. Mhm. Et Alors alors, comment ça se donc là, passe? j'ai trouvé que c'était bien et j'ai l'impression que c'est pas partout pareil. On a une formation pour nous expliquer qu'est-ce que c'est une fécondation in vitro, comment ça se passe, à quoi s'attendre. Donc là, c'est encore une fois Ah, très génial. américain. On se connecte avec des Mhm. identifiants, un site. Euh, on a des chapitres. Mhm. À la fin de chaque chapitre, on a des questions pour vérifier qu'on voilà, Ah, fait un un petit petit quiz. quiz. Voilà, Une interro. donc voilà, on a une formation sur la fécondation in vitro. Mais bon, en final, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Ça vous a aidé? C'était bien Ah fait? ouais, c'est super bien Ouais. fait. Et en fait, à part en cours de SVT au collège ou au lycée, enfin là, je me souviens pas avoir eu beaucoup d'infos sur la reproduction humaine au final. C'est vrai. C'est Donc, vrai. Ouais, t'as tout à fait raison. donc non, dans ce sens, c'est intéressant. Et au final, tu vois, tu te dis que c'est dommage que tout le monde passe pas par là parce que il y aurait beaucoup d'incompréhensions qui pourraient être levées si on passait tous par là, je pense. Ah, c'est clair. C'est une super idée. Donc voilà, Mec. on a ça. Pareil pour les injections. On a une formation. Donc là, c'est en groupe. On se retrouve à plusieurs couples à arriver, tous un peu stressés de devoir s'entraîner à faire les injections. Donc à ce moment-là, moi, j'ai très peur des piqûres. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu peur de ça. Je me souviens quand ma mère m'emmenait avec mon frère pour qu'on se fasse nos vaccins en même temps, j'étais incapable de regarder mon frère se faire vacciner. Enfin, pour moi, c'était juste insupportable. Ah ouais, la torture, quoi. Voilà. D'accord. Mon mari, encore pire, quand on lui fait une prise de sang, il doit être allongé pour pas tomber dans les pommes. Donc, Ah, waouh. donc Oh, ça mes partait pauvres. bien. Ouais, tu Donc à m'étonnes. ce moment-là, pour moi, c'était une évidence. C'était moi qui allais me faire les injections. Donc on va à la formation
Et puis là, en fait, on s'entraîne avec. Ils ont un espèce de morceau de caoutchouc qui ressemble qui a une consistance un peu comme la peau. Et voilà, on s'entraîne à préparer les traitements dans les seringues et puis à faire les injections. Et là, mon mari, à un moment, me dit non, non, mais laisse-moi faire quand même. Je veux voir si j'y arrive. Là, bon, d'accord. J'y crois pas du tout, mais il me dit non, non, mais c'est bon, on va essayer. C'est moi qui vais le faire. Et encore une fois, je trouve que c'est très utile parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir peur. Enfin, beaucoup quand on se lance ont peur de faire les injections. Et du coup, d'avoir cette formation en vrai avec une infirmière et d'autres couples où on peut aussi un peu dédramatiser les choses, euh, c'était utile. C'est clair. Et puis c'est vrai que peut-être que si tu as envie d'essayer, tu n'oses pas forcément essayer, j'imagine, sur ton conjoint ou ta Voilà, conjointe, quoi. Donc le fait de pouvoir essayer sur un petit bout, c'est vrai que c'est pas con. Moi, je sais que j'ai pas réussi à la toucher la figure, mais ouais, d'accord. Ok. Écoute, je pense que si nous on a réussi, beaucoup de gens peuvent le faire parce qu'on partait de loin. Hein. Donc là, oui, si après l'étape d'après, ce qui est assez particulier, encore une fois aux États-Unis, je pense par rapport en France, c'est donc l'ordonnance avec le traitement est envoyée à une pharmacie. Comme ce sont des traitements injectables, donc pas des médicaments classiques, c'est pas envoyé à notre pharmacie habituelle, mais à une pharmacie spécialisée en infertilité. Donc je rappelle, nous on habite en Californie et il l'envoie cette fameuse pharmacie qui est basée sur le côte est. Ah ouais? Voilà, on se dit c'est dommage, il y a pas plus près. Moi c'était genre à 10 km de chez moi, quoi. Oh, la vache, donc tu renvoies des trucs en plus, c'est sachant des traitements qui doivent rester sur la glace, des choses comme ça en plus. Des traitements où si t'as besoin pour le lendemain parce que le traitement est changé, il faut que ça arrive. Bah oui. Donc je trouve que c'est assez stressant et c'est un peu risqué. Ouais. Enfin bon, donc voilà, donc faut appeler, tout se passe par téléphone, appeler la pharmacie qui prépare le traitement, qui nous envoie ça justement par transporteur en express pendant la nuit pour le lendemain matin. Que je découvre encore une fois ce système-là, sachant que je travaille dans l'industrie pharmaceutique, mais en France, donc j'arrive malgré tout à être étonnée de ce que je découvre. Bah oui, voilà. Bien sûr. Et donc livraison à domicile. Livraison à domicile, on reçoit ce premier gros carton. Là, j'avoue, jusqu'à présent, ça allait plutôt bien. Quand j'ai ouvert ce premier carton, j'ai vu toutes les seringues. Ça a été un petit peu plus dur. Tu réalises ce dans quoi tu t'embarques, en fait. Là, je crois que j'ai vraiment réalisé à ce moment-là. Là, je commence à me dire, waouh. Ouais, c'est impressionnant. Il y avait combien t'as une idée, en fait, t'avais tout pour un cycle ou? C'était des poches de seringues, quoi. Donc, comme les seringues étaient différentes en fonction des traitements, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un énorme carton rempli de seringues. C'est l'image que j'en garde. Ouais. Mais bon, il y avait beaucoup plus de seringues que nécessaire, hein, mais bon. Donc voilà. D'accord. Donc là, effectivement, tu te rends compte encore plus de ce qui va vous arriver. Et donc, vous commencez le cycle assez rapidement après. Comme tu disais que tu avais des cycles hyper réguliers. Donc dès que j'ai eu mes règles, j'appelle le centre et puis tout de suite, ils nous font le programme, en fait, sur, le calendrier des injections, un planning provisoire d'échographie de prise de sang et une date, vraiment provisoire de ponction, puisque bien sûr après ça varie en fonction de l'évolution de comment ça se passe, est-ce que les follicules grossissent ou pas. Et alors justement, comment ça se passe? Alors du coup, vous vous lancez, comment se passent les injections et les contrôles du coup? Est-ce que tu réagis bien à cette stimulation? Tout se passe bien au final, mon mari arrive à me faire les injections, pas de problème. J'étais hyper étonnée et c'est vrai que c'était quand même, j'avoue que j'ai apprécié qu'il puisse le faire parce que ça me permettait moi de me détendre pendant ce temps et de pas regarder, de penser à autre chose, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était plus facile comme ça. Donc je suis vraiment contente qu'il ait réussi. Hey, comme quoi, cette formation, c'est dingue, j'en ai jamais entendu parler, mais c'est une super bonne idée. Parlé avec des amis qui ont été, même aux États-Unis, qui sont passés par là, elles n'ont pas eu non plus. Donc a priori, c'est pas fréquent. Ouais, mais vraiment, si c'est possible, au moins de demander à son infirmière si c'est possible qu'elle le fasse, c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, donc ça démarre, je réagis bien. J'avais quand même assez peur parce qu'on m'avait beaucoup parlé d'hyperstimulation. Surtout qu'a priori, j'étais jeune et il n'y avait pas forcément de problème détecté de mon côté, donc j'étais entre guillemets à risque. Bon c'était bien sûr pas très confortable. J'ai eu le ventre qui a beaucoup gonflé, j'ai eu des bleus, mais voilà, je m'en étais fait toute une histoire et finalement ça s'est bien passé, on va dire. D'accord. Ok, bon, super. Et donc arrive le moment où on te dit que tu as suffisamment d'ovocytes et qu'ils ont suffisamment donc il y a les prises de sang, donc il y a les prises de sang et pour vérifier les hormones et les échographies à peu près tous les 2 jours pour adapter le traitement si besoin. Et puis quand arrive le bon moment, on a des injections pour déclencher l'ovulation et puis
prévoit en fait la ponction ovarienne. Donc arrive la ponction, pareil, j'étais un petit peu nerveuse quand même, hein, mais voilà, pas de souci. C'était pas mon médecin, parce qu'en fait c'est un centre où ils sont plusieurs médecins. Ils sont de garde du coup au centre où il y a là où ils font les opérations. Donc c'était un homme. Et moi, c'est vrai que j'avais toujours fait en sorte d'avoir des gynécologues femmes. J'avais toujours eu un peu, je sais pas, ça me gênait d'avoir un homme. Et du coup, ça, grâce à la PMA, j'ai appris que finalement, avoir un médecin homme, il y avait pas de souci. Bah, c'est bien, ça t'a pu te réconcilier avec ça, d'accord. Tu l'as fait d'ailleurs ta ponction sous anesthésie générale ou anesthésie locale? Et d'ailleurs, à ce moment-là, je savais même pas que ça existait de le faire pas sous anesthésie générale. Bon, alors la ponction se passe bien du coup? Ouais, la ponction se passe bien. Quand je me réveille, donc le médecin après vient faire le point. Il me dit qu'il y a eu 15 ovocytes donc ce qui était pas mal, puisque moi jusqu'à présent, il me parlait toujours d'une dizaine grand max. Bon, après, il me dit tout de suite, attention, ils sont peut-être pas tous matures. On vous rappellera, je crois qu'il rappelle après, c'était le matin, il rappelle en fin de journée pour dire combien d'ovocytes ont été matures et combien ils ont réussi à fertiliser. Donc là, sur les 15, il y en a que 8 de matures. Donc bon, un peu déçu, mais bon, ça correspondait plus à ce qu'il nous avait dit jusqu'à présent. Par contre, les 8 ont fertilisé. Donc ça, c'est super. Surtout, sachant que nous, c'était un problème au niveau des spermatozoïdes. On s'attendait pas à ce qu'il y en ait, que 100% fertilisent. Bien sûr. Donc voilà. Bonne surprise. Et puis après, ils appellent en fait quasiment tous les jours pour dire où ça en est. Parce qu'en fait, nous, ils allaient jusqu'au 6e jour même, où après ils congelaient tout, puisqu'on avait prévu de faire un test génétique. Et ça, pour le faire, il faut forcément que les embryons soient congelés, parce qu'il faut une dizaine de jours pour avoir les résultats du test génétique, donc pour savoir si les embryons sont bons ou pas. Donc les jours passent, on nous appelle, c'est toujours hyper stressant parce qu'on voit le numéro qui s'affiche, de se dire voilà combien est-ce qu'il va en rester. Mais bon, ça se passe pas trop mal, puisqu'à la fin des 6 jours, on en a 5. Super, pas trop de pertes. Ils font un petit prélèvement en fait sur chaque embryon avant de les congeler, et puis ça part au centre d'analyse, où là ils font donc ce fameux test génétique qui n'est malheureusement pas autorisé pour l'instant en France. Alors, ils appellent ça aux États-Unis, c'est PGS, c'est un screening génétique préimplantatoire. Alors qu'est-ce qu'on y Alors ils vérifient en fait si les embryons ont le bon nombre de chromosomes. En fait, ça leur permet de détecter les embryons qui sont aneuploïdes, donc qui n'ont pas le bon nombre de chromosomes et qui au final ne seraient pas viables. Et ce fameux test permet aussi de connaître le sexe de l'embryon. C'est dingue, au moment de l'implantation, quoi, du coup. Donc c'est aussi, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est pour ça que en France ça interdit. Après, bon, c'est une information, il pourrait très bien ne pas l'autoriser. Ah oui, parce que tu veux dire parce que les gens pourraient sinon faire de l'eugénisme et dire je veux un garçon, pas une fille, ou inversement. D'accord. Si j'ai bien compris, en France c'est la crainte. C'est une des raisons pour lesquelles ils le font pas, parce que sinon il y a que des bonnes raisons, parce que ça permet aux femmes d'éviter de faire des transferts qui ne servent à rien, puisque de toute façon les embryons ne sont pas viables. Donc nous, on a cette chance encore une fois que c'est pris en charge complètement par notre assurance, donc on n'a pas hésité une seule seconde à faire le test en fait. Donc voilà. Et donc, alors, il nous rappelle, donc la médecin nous avait dit bon, au vu de votre âge, normalement, je m'attends à ce qu'il y en ait au moins 4 qui soient bons génétiquement. Là, elle nous appelle, elle dit bon, il y en a que 3, mais bon, il y en a 3. Donc on sait qu'on a 3 qui sont bons. Ouais, comme quoi le test c'est quand même vachement important, quoi. Ouais. Après, je sais qu'il peut y avoir des cas de figure un peu spécifiques. On appelle ça le mosaïsme, je crois, où l'embryon n'est ni bon ni mauvais, il est un peu entre les deux. Et en fait, si il l'implantait, peut-être que ça se passerait bien. Donc du coup, il y en a 3. Et puis donc là, on schedule, Et donc là, on programme le transfert. Voilà. Donc là, bon. Elle nous laisse le choix de connaître ou non le sexe des embryons et de choisir ou pas, justement. Parce que je crois qu'il y a des endroits où on peut le savoir, où eux le savent, mais te le disent pas forcément, mais là, eux nous laissent le choix. Puis même, on se dit, si on choisit et que ça marche pas, mais voilà, est-ce qu'on sera pas puni quelque part d'avoir choisi? C'est pas concevable pour nous, donc on dit non, on veut pas savoir, on leur dit, choisissez celui qui vous semble le mieux. Parce que c'est plus un embryon, c'est une petite fille ou un petit garçon. Ouais. Et si ça marche pas, ça sera encore plus difficile. On s'est dit, il vaut mieux pas savoir. Et on vous a proposé d'en mettre plus d'un? Non, sur ça, elle a été très, très claire avec nous dès le début. Enfin, si on voulait en mettre plusieurs, c'était envisageable, mais elle nous a dit quand j'avais moins de 35 ans, elle dit, en plus des embryons qui sont testés génétiquement, a priori, en fait, si ça marche pas, ça vient pas des embryons, mais ça vient d'autre chose. Donc d'en mettre plusieurs, on risque soit de les perdre entre guillemets bêtement parce qu'il y a peut-être un autre problème qu'on n'a pas détecté,
soit on risque, si ça marche, du coup, d'avoir des grossesses multiples et ils conseillent pas du tout. Je crois que la recommandation est différente pour des femmes qui sont plus âgées et pour lesquelles les embryons n'ont pas été testés génétiquement parce que justement, on voit moi bien que sur les 5, j'en avais que 3 entre guillemets qui étaient bons. Donc s'il n'y a pas eu de test, en mettant plusieurs, il y a quand même plus de chances que ça marche et il y a peu de chances qu'il y en ait plusieurs qui marchent. Mais quand ils disent, voilà, quand on est jeune et en plus avec des embryons testés génétiquement, ils recommandent pas. Bon, super. Donc du coup, c'est parti, transfert. Donc, voilà, on démarre. Donc là, déjà, aussi un autre pour moi, entre guillemets, un petit choc pour moi, je m'étais pas préparée. J'avais compris qu'il y avait des injections pour préparer la stimulation ovarienne, pour la ponction, mais j'avais pas réalisé qu'il y en avait pour le transfert. Et pour le transfert, en fait, c'est pas 10-15 jours comme pour la ponction. Là, c'est carrément 10 à 12 semaines. Bah oui, quand c'est un transfert d'embryon congelé, en fait, le corps, c'est complètement artificiel, donc il n'a pas les hormones qui se font comme si c'était le cas après une ovulation, en fait. Donc, du coup, bah oui. Ça, j'avais pas compris. J'avais pas réalisé. Et donc là, ça a été mais tu vois, un petit choc. Enfin, voilà, petite déception. Ouais, bah ouais. Je vais vite passer à autre chose, mais c'est vrai que ça a été un petit peu dur de réaliser ça. D'accord. Donc, on planifie, tout de suite, dans la foulée, en fait. Je crois que c'était il y a peut-être eu un cycle entre les deux, ou même pas. Enfin, si, il y a dû avoir un cycle parce qu'on attendait le résultat du test génétique. Le test génétique. Donc, dès le cycle suivant, on démarre. Voilà, classique, j'ai les oestrogènes. Alors, c'est par voie vaginale. Et donc, ils font, au bout d'un certain nombre de jours, une échographie et prise de sang. Et donc là, ils se rendent compte que j'ai une poche de sang une poche de liquide qui s'est formée, probablement du sang, pas très encourageant. Ils augmentent un petit peu la dose d'œstrogène et on se revoit 2-3 jours après pour voir ce que ça donne. Et l'endomètre aussi n'est pas très épais. Parce qu'il faut qu'il fasse 7 mm, je crois, minimum pour envisager un transfert. Voilà. Pour pouvoir accueillir donc on y retourne 2-3 jours après. Donc là, ils font une échographie et cette poche est toujours là. Elle est assez grosse, donc ils nous disent on va pas prendre de risque, on annule le cycle. Pareil, j'avais pas envisagé qu'on puisse annuler en fait un cycle. Pour moi, c'était forcément ça démarrait, on y allait. Ouais, bien sûr. Un peu déçu, surtout qu'après on réalise que le mois d'après, c'est Noël et Noël c'est le seul moment où ils ferment en fait le laboratoire. Donc il n'y a pas de décongélation possible, de traitement des embryons. Du coup, ça reporte encore au mois d'après. Ce qui est pas grand-chose au vu d'un parcours, mais bon, c'est quand même une petite déception. Donc voilà, donc là cette fois-ci, elle me dit, vu qu'a priori j'ai pas hyper bien réagi au traitement, à l'œstrogène, elle me dit on va carrément faire des injections d'œstrogène, ça risque de mieux fonctionner. On n'est plus à ça près en termes d'injection, donc ok. Toi qui n'avais pas les piqûres, t'as été servi là. On y va, on n'est plus à ça près. Donc ça, on démarre et là, à l'échographie, ils voient une toute petite tache, mais vraiment toute petite, donc ils disent a priori pas de souci. Donc on démarre la progestérone. Donc là, les injections de progestérone, c'est en moyenne 5 jours d'injection avant de faire le transfert. Et donc là, dès qu'on fait les injections, la poche disparaît complètement, donc tout est nickel. Donc cette fois-ci, c'est le bon cycle, quoi. On planifie, on va au centre. J'étais un petit peu nerveuse quand même. En plus, il faut boire une certaine quantité d'eau pour avoir la vessie qui est bien pleine. Moi, j'ai une toute petite vessie, donc forcément, je n'arrivais pas à tenir sur ma chaise. Pas facile. Ça nous a plus fait rire qu'autre chose, donc ça nous a permis de décontracter. C'était pas plus mal, mais de dédramatiser. Donc voilà. Donc là, on y croit à fond à ce moment-là. Ok. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, sauf que moi, qui ne suis jamais malade, forcément, c'est le moment où j'ai réussi à me choper un rhume, donc bon, rien de grave, mais ça m'embêtait. Je me dis, moi qui suis jamais malade, c'est pas de bol. Et donc là, on fait la prise de sang le matin, donc et on attend que le téléphone sonne pour avoir le résultat. Là, à ce moment-là, mon mari est au boulot, voilà, je suis toute seule à la maison. Et donc là, je décroche et je sens tout de suite à la voix de ma médecin que c'est mort. Donc voilà, T'avais tenu, t'avais pas fait le test toi-même. J'avais vu que beaucoup de femmes tenaient pas et faisaient un test avant. La médecin nous l'avait déconseillé et je m'étais dit non, je tiens, j'en fais pas. Donc j'avais aucune idée, j'étais plutôt optimiste. J'étais déçue, mais tout de suite dans le coup de fil, en fait, c'est vraiment, je remercie ma médecin, elle était vraiment, c'est quelqu'un de hyper dynamique et très optimiste. Et tout de suite, elle m'a dit, on va recommencer, il reste 2 embryons, ils sont bien testés. Par contre, là, elle me dit, on redémarre pas tout de suite pareil. Je vous propose de faire une hystéroscopie pour aller faire un tour, en fait, donc dans l'utérus et vérifier si tout est OK. Donc déjà, moi qui suis assez rationnelle, ça me plaît parce que je me dis, voilà, on va voir s'il y a pas un problème. Donc,
Ouais, on répète pas Voilà. exactement la même chose. S'il y a un souci, on va le Donc trouver. voilà, D'accord. déçue, mais ça va. Donc là, par contre, j'appelle mon mari qui était au travail pour lui annoncer. Là, lui, ça a plus été grosse déception. Donc lui, il vit pas. Ah ouais, Ouais, on il y y croyait croyait tous aussi les deux à beaucoup. fond. Et là, ça a été dur pour lui sur le coup quand je lui ai annoncé que c'était pas bon. Ouais. Moi, j'ai réagi plus après, en fait. Ouais, tu t'es tout de suite reproché Voilà, on dans redémarre, ce qui tout allait va se passer bien. après, quoi, Enfin, finalement. je suis déçue, mais voilà, c'est pas dramatique. Ok, alors comment se passe Donc l'hystéroscopie? l'hystéroscopie, c'est pareil, sous anesthésie générale. Enfin, c'est pas des grosses anesthésies générales, hein, parce que ça dure pas très longtemps. Je crois que ça dure 15 minutes ou 20 minutes max l'opération, l'intervention. Donc là, voilà, je me réveille. Là, elle me dit qu'il y avait un peu de tissu cicatriciel. Et là, ça me fait tilt. Je me dis, c'est marrant quand on habitait à Paris, je sais plus, enfin, je sais pas, je devais avoir 24, 25 ans. J'avais eu une échographie parce que j'avais eu des douleurs. Et là, à l'échographie, c'était pas une gynécologue, c'était une spécialiste voilà d'échographie. Elle m'avait dit: «Est-ce que vous avez subi un curetage?» Je savais pas ce que c'était un curetage, mais elle avait dû voir justement il y avait un peu de tissu Mhm. cicatriciel. Mais cette personne et ensuite ma gynécologue n'était jamais revenue là-dessus. Il m'avait pas expliqué ce que c'était ni à quoi c'était dû. Enfin voilà, donc c'était rentré par une oreille et c'était ressorti. Ouais. Voilà, bon bah là, donc là, la médecin après le Et donc toi, t'avais bah pas non, subi de non, curtage ou quoi que ce soit? rien du tout puisque Ouais. j'étais jamais tombée enceinte. Donc là, ma médecin me dit: «Bon, bah, on Mhm. sait pas à quoi c'est dû le tissu cicatriciel, ça peut être une infection, souvent c'est ça». Enfin bon, ça a pas d'importance. Elle me dit: on a bien nettoyé l'utérus, donc c'est tout propre, c'est parfait pour tenter tout de suite derrière un autre cycle». D'accord. Et donc là, du coup, c'est un transfert. Ça vous refaites pas un protocole entier Voilà, puisque tu as des exactement. embryons au congèle. D'accord. Donc là, on Ok. recommence. Par contre, on est tous les 2 beaucoup plus avec mon mari, beaucoup plus sur la réserve. Voilà, on a peur d'être Ouais. déçus, donc ouais, Pour vous voilà. protéger, quoi. On est moins optimiste et on a un peu plus peur, mais bon, on y croit quand même, hein. Donc pareil, donc je refais comme la première fois où ça avait marché, du coup, des injections d'œstrogène. Ça se passe super bien, l'endomètre est prêt quand il faut. On fait le transfert qui se passe aussi très bien. Et là, il y a à nouveau l'attente. Et là, j'avoue, cette attente, la 2e fois, a été vraiment dure. En plus, c'est vrai que enfin, c'est à double tranchant parce que comme je ne Ouais. travaillais pas, en espérant justement tomber enceinte et avoir un enfant, voilà. Ah ouais, du coup, l'attente L'avantage, doit c'est que j'étais vraiment être voilà, j'étais hyper super disponible pour tous les insupportable, quoi. Ouais. rendez-vous, j'avais pas de stress, j'avais pas d'employeur à prévenir, à peut-être me cacher de ce que je vivais. Enfin, j'avais pas ce stress-là. En revanche, comme je travaillais pas, j'avais Ouais. beaucoup de temps libre et beaucoup de temps, enfin trop de temps pour être Ouais. dans ma tête, en fait. Beaucoup de temps pour être Ouais, dans ma tête. pour être dans ma tête, pour regarder dès qu'il y a un petit signe, pour aller sur les forums, enfin le truc à pas faire et je savais très bien qu'il fallait pas le faire, mais bon voilà. Ouais. Puis en plus, En étant plus, nouvelle dans un nouveau pays, c'est ça. bon, ça fait beaucoup de choses quand même. Ça fait beaucoup de solitude Alors pour j'ai eu gérer tout la ça. Ça peut chance, être c'est vrai facile. que quand on est expatrié, enfin en tout cas nous dans notre coin, il y avait beaucoup de Français, donc une communauté, enfin l'expatriée française hyper importante. Ouais voilà, donc je m'étais tout de T'étais suite bien fait plein accueillie. d'amis et là franchement je les remercie. Si jamais elles m'écoutent et qu'elles passent par là, merci beaucoup les filles, elles m'ont beaucoup aidée. J'ai tout de suite choisi, Ouais. avec mon mari aussi, d'en parler librement et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés parce que voilà, Mhm. il y avait pas à se cacher, on pouvait en parler, que ce soit avec nos familles ou avec nos amis en France ou sur place. L'attente quand même un petit peu dure et donc là arrive le jour de la prise de sang, je m'en souviens très bien. Donc on fait la prise de sang, en général c'est toujours le matin, ils la font vers 8h et ils appellent vers midi, 1h. Et là donc cette fois-ci mon mari avait dit il y a pas moyen, on est ensemble pour attendre le résultat, on n'est pas chacun dans son coin pour vivre l'annonce. Donc on était à la maison, donc lui essayait de travailler tant bien que mal et moi je tournais en rond. Et juste avant qu'elle appelle, je lui dis: «Non mais là, la prochaine fois, je fais un test de grossesse moi-même, je c'est insupportable cette attente» et je lui dis: «Et puis tu verras et puis de toute façon si ça marche pas, on fait un break, c'est trop dur, quoi. Psychologiquement là, ça commence à devenir compliqué» et voilà. Et Et puis là, je coup de finalement, t'as un fil petit coup de et fil? là, je sens tout de suite encore à la voix de ma médecin et Non, trop bien. je lui dis: «Non mais c'est vrai». Elle me dit: «Mais non mais Aurélie, je vais pas te mentir, pas sur ça». Non, en fait, c'était une blague. Mais ouais, non, C'était une blague. c'est vrai comme on était plus pessimiste et que là, en plus, voilà, comme je te dis, je me projetais sur le cycle d'après. Enfin Ouais. voilà, la bonne surprise est presque incroyable en fait, hein. On a eu du mal à réaliser. Et ce qui a beaucoup aidé justement, c'est comme on en a parlé à tout le monde, C'est génial. forcément quand on a eu la première fois le test négatif ou cette fois-ci le test positif, bah, c'est qu'on en a parlé tout de suite parce qu'on savait très bien que nos parents, que nos amis étaient en attente, hein, ils l'ont vécu comme nous. Même si à ce niveau-là, à ce moment-là, bon, moi, de toute D'accord. façon, je suis prudente et j'ai toujours peur de la fausse couche. Enfin voilà, donc voilà.
Ouais, bon, on se Attends, protège, quoi. voilà, qu'il y ait la deuxième prise de sang qui D'accord. confirme que le taux double bien, enfin, tout se présente Mmh. bien. Donc je suis quand même, comme je te dis, D'accord. voilà, je suis un peu nerveuse, j'ai peur qu'il y ait un problème. Parce que quelque part, on se dit: «Non, mais c'est trop beau, enfin, il va se passer Mmh. quelque chose, c'est sûr». Mais bon, tout va Mmh. bien. Au bout de 8 semaines, je crois, bah, là, on peut arrêter les injections et puis ça Et y est, puis on ça va y est, enfin quoi, voir une jeunesse. gynécologue, normale. C'est émouvant. Oui, oh, je me souviens, moi aussi, il m'avait dit, «You're Exactement, voilà et puis là, c'est graduating à from l'américaine, fertility». alors on a une petite carte avec le petit mot, on a le hug de circonstance, C'est vrai. enfin, ouais et puis, ils sont voilà, C'est ils sont cute. Ouais. enfin voilà, hyper enthousiastes, donc c'est vrai que c'est hyper sympa. Donc du coup, cette première grossesse, finalement, commence peut-être un petit peu, c'était un petit peu stressant, mais finalement ça s'est bien passé pour toi? Alors, bah, oui, je commence un petit peu au fur et à mesure des échographies, de voir le bébé, de bien entendre le cœur. D'ailleurs, c'est hyper émouvant la première fois. C'est clair. Heu, surtout qu'on s'y attendait pas, en fait. Nous, quand on a eu la première échographie, il y a 6 semaines, on savait Ah pas à ouais, quoi c'est hyper s'attendre, rare en de fait. l'entendre déjà. Et oui, enfin, ça peut, en fait mais c'est vrai on s'était pas renseigné sur ce qu'on était censé voir et du coup, tout de suite, elle nous l'a fait écouter et c'est vrai que c'est ouais, c'est quand si en plus on s'y attend pas, c'est vraiment magique. Bah, tu m'étonnes, Donc tu m'étonnes. Et du coup, tu donc as voilà. un suivi, encore plus, fréquent, enfin encore plus régulier, qu'une, grossesse, qui serait arrivée, je dirais, naturellement ou pas du tout? Alors au début, au centre de fertilité, oui, ils nous voient, on a une échographie, et des prises de sang à 6 semaines et 8 semaines et Mmh. normalement après, si tout va bien, il peut y en avoir une troisième pour vérifier avant d'arrêter les injections, mais globalement voilà, c'est ça le suivi au centre de fertilité. Puis après on passe chez une gynécologue classique Ouais, et aux donc là, c'est la États-Unis graduation. voilà, exactement. Après, je sais pas si c'est le cas partout en fonction des pays, mais nous, la seule différence qu'il y a après dans la grossesse, dans le suivi, c'est qu'on a une échographie vers la 22e semaine, je crois, où ils font une Mmh. échographie du cœur du bébé. Donc c'est vraiment une échographie détaillée, en fait, juste sur le cœur. Ah, juste Parce sur le qu'ils ont cœur? vu OK, qu'il y j'ai avait pas eu ça, moi. ouais, voilà, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une incidence un peu plus importante de malformation cardiaque. Mais voilà, sinon c'est un suivi normal après en fonction de D'accord. Dû à la FIV, les malformations potentiellement, c'est ce que tu veux dire? ah ouais, a priori, mais bon, D'accord. ils savent pas en fait si c'est dû à la FIV ou finalement Ah si ouais, c'est parce que ça. les couples qui vont en FIV ont des soucis à la base, en Bien fait. sûr, bien sûr. D'accord. Mais donc du coup, pour vous, Donc tout se voilà. passe bien? Donc au début, Le bah, bébé tout se passe va bien? bien. Au fur et à mesure des rendez-vous, je commence un petit peu enfin à me Se détendre? déstresser, on va dire, Ouais. voilà et à 11 semaines, là, je commence à perdre du sang. Oh merde. Donc en grande flippée que je suis, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais au restaurant avec des amis, on fêtait un anniversaire ce soir-là et là, je vais aux toilettes et catastrophe. Donc énorme stress. On Après t'avait dit j'avais que ça mal pouvait arriver ou pas du tout? non, en plus, j'avais eu un rendez-vous chez la gynéco le matin ou la veille, enfin, c'était Mmh. Mmh. tout allait super bien, donc pas de problème et oui, du coup, bah, donc gros stress, ça y est, dans ma tête, je faisais une fausse couche. Heu, j'avais très, très peur, très mal au ventre et du coup, je savais pas si finalement j'avais mal au ventre, parce que je faisais une fausse couche ou parce que Ah oui, du j'étais stress, stressée. bien Exactement. sûr. Donc forcément, comme ça arrive le soir, bah, on joue en personne. Je me suis dit: Je savais bien que si on perd un peu de sang, faut pas aller aux urgences pour autant. Donc on passe la nuit et puis le lendemain matin, on va à l'urgent care. Donc encore une spécificité, je pense américaine. En fait, l'urgent care, c'est pour les urgences non vitales. D'accord. Donc voilà, donc on s'y rend. Là, le médecin me parle et me dit: «Bon, ben, si vous faites une fausse couche, il y a rien à faire. Est-ce que vous voulez quand même que je fasse une échographie?» Donc j'étais: «Ah oui, oui, Bah oui, s'il te plaît. bien sûr, je veux entendre, enfin, je veux vérifier que le cœur batte, quoi, tout Bien sûr. simplement». Donc là, le cœur bat, mais en fait, il découvre que j'ai 2 gros, hématomes, en fait. Je crois qu'ils appellent ça des hématomes sous-chorioniques et Ça donc consiste en quoi, chorionique? C'est-à-dire que c'est en le fait, cordon? Non? ils sont entre si je dis pas de bêtises, entre la poche et l'utérus. D'accord. Donc il y a un risque, en fait, de décollement du placenta. Ah, et c'est un peu, en fait, comme, la poche, de sang que tu avais eue justement sur le Bah, 1er. on n'a jamais c'est vrai que je j'ai jamais posé la question, mais est-ce qu'il y a un Mmh. lien? Peut-être, je ne sais pas. D'accord. Enfin bon, donc là, du coup, bah, le médecin qui était très gentil, mais m'explique: «Ben, il y a rien à faire, en fait, il faut juste attendre». Donc après à partir de ce moment-là, c'est un peu le stress parce que Ouais. c'est un peu, voilà, la grossesse mis entre parenthèses parce qu'on se dit, bah, soit ça serait les hématomes se résorbent tout seuls et donc tout va bien, Mmh. soit, bah, ça se décolle et c'est potentiellement des soucis pour le bébé, voire une fausse couche. Ah waouh! Ah ouais, Donc donc toi qui commençais juste à te détendre, là, du coup, ça t'a remis exactement, en plein dedans, quoi. ouais. Voilà, là, bon, le stress, on a une échographie un petit peu plus tard où on voit que les 2 hématomes ont fusionné, ils n'en forment plus qu'un, du coup un gros. Mais C'est ma bien ou gyné c'est pas bien ça? bah, je sais pas.
Ma gynéco est assez rassurante. Elle dit, dans la grande majorité des cas, ça se résorbe tout seul, donc faut pas D'accord. voilà, faut Et là, attendre, mais elle reste entre-temps, les rassurante. pertes de sang s'étaient arrêtées? Ouais, j'en avais quasiment plus. Finalement, j'ai D'accord. pas perdu grand-chose. Ouais. C'est juste que c'est Donc super impressionnant, quoi. mais voilà, c'est juste que c'est la crainte, c'est vrai que du coup, moi, c'est un truc qui est resté. À chaque fois que j'allais aux toilettes, dès que je m'essuie, je regardais de quelle couleur c'était. S'il y avait du sang, Ouais, c'est voilà. ouais, bien Donc sûr. mais bon, bah, finalement, après, au bout d'un petit moment, on ne voit plus, je crois que c'est à partir de la moitié de la grossesse ou un peu plus tard, on voit plus du tout les hématomes. Donc D'accord. Ah, tout ça met va du temps, bien. En quand même. plus, bah, ça met un petit peu de temps, ouais. Ouais. Après, j'ai pas eu des échographies plus fréquentes pour autant, donc c'est vrai qu'on se rend pas trop compte. Entre deux, il y a pas de suivi finalement, donc Ouais. on sait pas à Ouais, partir de quand vraiment ça s'est résorbé. ouais, d'accord. Mais les nerfs doivent être mis à rude épreuve, quand même, hein, Bah, un petit d'attendre. peu, ouais. Enfin, du coup, tu l'as senti, tu te souviens, à peu près à quelle semaine tu l'as senti bouger la première fois? Je crois que je l'ai senti vers 20, non, assez tôt, je crois. 18-19 semaines. Donc assez tôt. Et D'accord. c'est vrai que là, ça change tout. Je trouve que on Ouais. est tout de suite Là, rassuré tu de te dis, bon, sentir bah, les c'est bon, il y a mouvements. quelqu'un à bord, quoi. Voilà, exactement, exactement. Tac. Donc Ok. voilà. Et puis bah après, on a appris que c'était une petite fille. Donc là, voilà, ça devient concret. Là, on a vraiment réussi à se détendre. Et puis bah si l'autre petit fait notoire, c'est que au test du diabète gestationnel où j'y allais comme beaucoup de femmes en disant oh là là, je vais boire un truc pas bon. Enfin, j'angoissais un peu de faire le test, mais en fait, j'avais jamais réfléchi à et si je suis dépistée positive, parce que pour moi, c'était complètement impossible. Ouais. Je suis assez fine de nature, je mange équilibré, enfin, voilà, pas Mhm. d'antécédents dans ma famille. Et donc là, grosse surprise, je fais du diabète gestationnel. Ah, merde! Ce qui est pas grave, hein, Non. pas grave du tout. C'est un peu contraignant au niveau de l'alimentation, mais malheureusement, dans mon cas, on n'a pas réussi à le contrôler juste par l'alimentation et l'exercice. Donc, bah, pourquoi pas, hein, j'ai eu droit à des injections Ah, encore des d'insuline. piqûres! C'est pas vrai. Donc bon, bah, Ah pas ouais, bon. grave, hein. Mais ça, quand la nutritionniste m'a dit, elle m'a regardée, mais vraiment désolée, en me disant, il va falloir passer aux injections d'insuline. Et là, à ce moment-là, elle n'avait pas regardé mon dossier, elle ne savait pas que j'avais fait de la fécondation in vitro. Et je lui ai dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. J'ai vu bien pire. donc, euh, donc voilà. Mais bon, voilà, tout s'est bien passé. C'est D'accord. juste un petit détail, on va dire. Ouais, ouais, enfin, un détail, ça fait beaucoup, mais oui, oui, d'accord, ok. Bon, super. En tout cas, tu gardes un super moral, on dirait. Tu te concentres sur l'objectif, du coup, la rencontre avec ta fille. Bah voilà, Euh, du coup, bah, qui dit diabète gestationnel avec insuline, je sais, aux États-Unis en tout cas, ça veut dire déclenchement à 39 semaines. Ah, d'accord, ok. Donc c'est vrai que j'appréhendais un petit peu, enfin parce que bon bah un déclenchement, on sait que parfois ça a des risques de se Sécurisé. terminer en césarienne et pas très bien se passer. Mhm. Mais voilà, bon effectivement l'accouchement a été très long, Ouais. euh, mais euh, mais voilà, j'ai pu accoucher quand même par voie basse et ma fille ça s'est très bien passé. J'ai eu une petite hémorragie de la délivrance par contre parce qu'à la fin ils ont pas réussi à bien le placenta, il restait des petits bouts en fait. Ah, mince, d'accord. Donc voilà, donc j'ai eu droit au fameux curetage que je ne savais pas ce que c'était. Donc la gynéco m'avait Oh, parlé, voilà, il y a plusieurs années. Je savais ce que c'était. malheureusement, tu sais ce que c'est. D'accord. Ah bon, c'est pas très grave, hein, D'accord. Mais ça va, mais ils ont voilà. réussi, du coup, à gérer ça à temps, Ouais, parce que tout de ça peut suite, être oui, dramatique, oui. hein, les Bah oui, hémorragies je comme ça. sais. Non, non, non. Elle s'en est à l'accouchement, la gynécologue a tout de suite, quand elle a vérifié l'utérus, a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose. Donc elle m'a Mhm. Bon, tant mieux. tout de suite prise en charge, donc pas de problème. D'accord. Ok. Bon, super. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle, ta fille? Elle s'appelle Léna. D'accord. Super. Donc, une belle rencontre. Un bébé en pleine forme. Ouais, tout va bien, tout se passe bien, nickel. D'accord. Ok. Un Super. petit peu dur de réaliser au début, je pense, mais bon, après Ouais. ça, je pense que ce soit un bébé, qu'on passe par un parcours de PMA ou pas, c'est Ouais. voilà, c'est toujours un gros chamboulement de devenir parent. Ah, c'est clair. C'est Mm. clair. J'imagine. Ah, j'imagine, Ouais. oui. Un peu du mal. Et puis surtout, en plus, avec la distance, enfin, je sais que tu disais que tu t'étais recréé un groupe d'amis, un réseau quand même sur place, mais enfin, remarque, je sais pas quelles sont tes relations avec tout le monde, mais en étant loin de la Oui, on est famille, en étant loin loin, justement de ses parents. mais du coup, ça fait déjà quand même à ce moment-là de 3 ans qu'on est aux États-Unis. Mhm. On est habitué à s'appeler, D'accord. voilà, à s'appeler par vidéoconférence. Donc finalement, c'est une relation différente, mais on en parle souvent avec ma famille. Quand Mhm. ils viennent à nous voir, ils viennent souvent 2 ou 3 semaines.
Du coup, on est ensemble tout le temps par rapport à se voir quelques Un heures ou un week-end week-end de de temps temps en en temps, temps. là. Donc c'est un autre type de relation. C'est assez fort aussi. Donc et puis on s'appelle régulièrement et puis on passe du temps ensemble quasiment tous les week-ends, voire plus. Hein. Ouais. Donc c'est pas. Enfin, je pense que c'est dur plus pour eux en fait, du coup, de voir voilà, de devenir grands-parents et de pas pouvoir prendre voilà, le bébé dans les bras. Mais bon, c'est comme ça. Oui, non, bah, c'est ça, on peut pas, en mer, on peut rien y faire pour l'instant, donc super. Et puis tant mieux, du coup, ça s'est bien passé. Ouais. Alors du coup, à ce moment-là, la famille est au complet ou est-ce que vous, ce que tu avais l'air de me dire, c'est que vous vous êtes rapidement dit, bah le petit deuxième, si on se penchait sur la question rapidement. Exactement. Bah, en fait, on avait toujours, quand on parlait d'avoir des enfants, on avait toujours imaginé avoir 2 enfants. Et puis en plus, on savait qu'on avait encore un embryon qui restait. Donc on s'était déjà, avant que Léna naisse, on avait commencé à parler timing et de se dire, bah là, quand Léna a eu 1 an, on s'est dit bon bah c'est le bon moment pour envisager. On avait 35 ans, on savait que potentiellement ça pouvait marcher du premier coup, mais D'accord. si ça ne marchait pas, voilà, Ouais. combien de temps C'est ça pas trop pouvait d'écart, prendre, quoi. 6 mois, 1 an, plus. D'accord. Donc on s'est dit bon Ok. bah on connaissait pas du tout le time, enfin comment ça allait se passer. On n'avait pas parlé avec le centre de fertilité, si on voulait un deuxième, est-ce qu'il y avait du délai, enfin quel était le processus, on savait pas du tout. Donc D'accord. là on s'est dit bon bah on reprend contact avec eux et puis on voit comment ça se passe. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bah là elle nous dit bah j'ai de la place, vous pouvez venir. Je crois qu'elle a dit vous pouvez venir dans 2 jours pour Sérieux? refaire le point. Ah ouais non mais c'était Génial. ouais. Donc voilà, on fait un rendez-vous. En plus, on y va avec Léna, donc ça permettait aussi, c'était assez symbolique Oui, bien de sûr, se de la dire que ramener. voilà, notre médecin rencontre notre fille, puisque c'est quand même voilà Bien grâce sûr. à eux qu'on l'a eu. Donc voilà, donc là, elle nous explique le timing. C'est comme on a l'embryon de presse, ça peut aller très vite. Elle me fait une échographie pour vérifier si tout va bien. Euh, Elle voit, là, sans grande surprise, vu que j'avais eu un curetage 7 fois, elle voit du tissu cicatriciel à nouveau dans l'utérus. Mhm. Donc elle me dit bon on fait comme l'autre fois, on programme une hystéroscopie avant de faire le transfert, comme ça Ouais, pour être bien voilà, clean. l'utérus sera voilà bien nettoyé et puis on part sur de bonnes bases. Ok. Et puis elle nous dit depuis la dernière fois, il y a la science à ce niveau-là évolue tout le temps, c'est ça qui est assez fou. Euh, Elle nous dit qu'il existe un test qui est possible de faire, qui pourrait être intéressant dans notre cas, qui s'appelle l'ERA. Donc en anglais, donc c'est l'endometrial receptivity analysis. En gros, ils analysent la réceptivité de l'endomètre. C'est-à-dire que dans un cycle normal de transfert, on a donc des injections, enfin dans mon cas c'est des injections, mais on a un apport d'œstrogène, Mhm. et quand on estime que que l'endomètre est assez épais, donc il faut que ce soit je crois 7 mm minimum, Mhm. on commence ces ingestions de progestérone, et ces 5 ingestions de progestérone et le transfert a lieu. Sauf qu'il y a eu D'accord. des études qui montrent que pour certaines femmes, finalement, 5 jours, c'est pas optimal pour l'endomètre. Parfois, il vaut mieux en faire un jour de moins, un jour de plus. Enfin, ça peut être variable. Mhm. Et donc, ce test, en fait, il consiste à faire un cycle de transfert à blanc, sauf que le jour du transfert, au lieu de faire le transfert, en fait, ils réalisent une biopsie de l'endomètre. D'accord. Et après, ils l'analysent et ça leur permet de dire, voilà, la fenêtre de tir, c'est bon, les 5 jours, ça suffit, ou il faut un peu plus ou un petit peu moins. Ah, c'est vachement bien ça. D'accord. Bah oui. Donc moi j'en ai jamais entendu parler, je sais pas ce que c'est. Elle me dit bon par contre comme c'est assez récent, les assurances ne prennent pas en charge. Mhm. A priori même la nôtre qui est spécialisée en fertilité ne le prend pas en charge. Ça coûte à peu près 700 1000 dollars, donc c'est pas une petite somme. Mhm. Mais bon, en même temps elle nous le dit, il vous reste qu'un embryon, ce serait bien de mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver. Donc là, on se laisse le temps de la réflexion, on rentre chez nous, je me renseigne un petit peu plus sur le sujet puisque je ne connais rien. Et puis, je me méfie un petit peu parce que, comme on est aux États-Unis, la médecine, c'est quand même un business. Donc C'est vrai. voilà, est-ce qu'on me propose quelque chose parce que j'en ai besoin ou est-ce que voilà, c'est pour faire de l'argent? Enfin bon, je suis quand même un petit peu méfiante. Et donc, je regarde ce test. En fait, il est plutôt prescrit quand il y a eu plusieurs antécédents d'embryons qui n'accrochent pas. A Sachant que t'en priori, as eu qu'un, nous, toi. j'en ai eu qu'un, Mhm. et le suivant, ça a marché. Enfin, je suis pas vraiment concernée directement, mais bon, en même temps, je me dis voilà, ça fait ce qu'elle me dit résonne en moi. Hein, je n'en ai plus qu'un. C'est vrai que
refaire un Si tu peux cycle de éviter un stimulation cycle ovárienne, complet, si on peut éviter, bon, c'est clair. finalement, c'est pas grand-chose. C'est voilà, c'est juste faire les injections pendant 2 semaines comme pour un Mmh. transfert et puis une biopsie. Bon, j'ai lu que la biopsie pouvait être un petit peu désagréable, mais bon, c'est voilà, c'est pas grand-chose. D'accord. Donc on réfléchit, puis on se dit: «Bon, bah, allons-y, mettons toutes les choses de notre côté. On voudrait pas regretter de pas l'avoir fait». D'accord. Alors, avant que tu m'en dises plus, juste où est-ce que tu as trouvé justement des informations là-dessus? Parce que c'est toujours un peu une bonne partie de la bataille, c'est où est-ce que tu as trouvé des informations fiables sur justement sur ces tests, etc. Voilà, exactement. Donc là, bon, bah, Google a été mon meilleur ami et en fait, complètement par hasard, vu que c'est assez nouveau, il y a pas non plus tant de sites qui en parlent et je suis tombée sur un site un site américain du coup, qui a été fait par un couple qui est passé par la FIV et qui met en place beaucoup d'informations pour, pour les couples qui passent par là et il y a beaucoup du coup d'articles qui sont rédigés par des gynécologues, des spécialistes et ils font même des formations en ligne. Donc je lis l'article en fait rédigé par une gynécologue. D'accord. Donc qui est vraiment Super. bien fait, très clair. Donc voilà, Mhm. je trouve vraiment les informations que je recherchais. Que tu cherches quoi. Ouais, Ok, voilà. super, d'accord. Donc du coup, ça te met en confiance et donc tu te dis, vous en venez à la conclusion que vous allez Voilà, peut-être on le se faire. dit que bon, c'est sans doute pas nécessaire, qu'a priori, si moi ça a marché, ça le test va certainement dire qu'il me faut 5 jours de progestérone et puis voilà. Mais bon, au moins ce sera voilà, on regrettera pas de l'avoir fait, enfin de pas l'avoir fait, pardon. Ouais, d'accord, oui, oui, je comprends. D'accord. Et alors du coup, comment ça se passe alors ce test? Donc voilà, ça se passe bien. La biopsie, j'ai vraiment mais rien senti, donc pas de problème. Ah, génial. Au bout de quelques jours, on a les résultats et puis là, bah, surprise, finalement non, en fait, il me faut 24 heures de plus de progestérone, Ah, d'après bah le tu vois comme test. quoi. Donc Super. apparemment, c'était utile. Donc voilà, j'ai eu l'hystéroscopie aussi entre-temps. Tout au final, d'ailleurs, ils ont vu quasiment pas de tissu cicatriciel par rapport à l'échographie, donc c'est tout clean, mais voilà, il y avait pas grand-chose à enlever au final. Bonne Donc surprise. voilà, bonne Ok. surprise. Donc du coup, bah, on planifie le transfert Mhm, et puis, bah, voilà, tout se passe bien. Le transfert se fait pareil, tout se passe bien et mhm. puis, bah, là, rapidement, j'ai eu des nausées. Ah ah, t'avais Donc pas eu du tout de symptômes de ce genre-là pour ta fille? le premier transfert qui avait échoué, je cherchais tous les petits signaux, j'avais eu l'impression, Mhm. mais j'étais pas sûre. D'accord. Et puis pendant ma grossesse, moi, j'avais eu des nausées, pour ma fille et je me souviens, c'est dès que je me brossais les dents, le goût du dentifrice dans la bouche, vraiment Ça t'écœurait. ça m'écœurait et C'est là, vrai. voilà, voilà, non, mais c'est ça et là, ça a commencé à faire pareil. Donc D'accord. je me suis dit, voilà, C'est bon j'étais signe. persuadée que c'était bien. Mon mari me dit: Mhm. «Non mais tu t'enflammes, ça fait quelques jours, c'est pas possible» et heu et puis, bah Et en si, fait, en fait, c'était bon. génial. Et cette fois-ci, Donc t'as réussi à attendre? Parce que t'avais dit la dernière fois que oui, t'attendrais plus la voilà, prise non, de non, sang. c'est bon, là, j'ai réussi à attendre. Mais en fait, c'était différent. Là, du coup, on avait déjà Léna, déjà, donc Ouais. on était un peu rassurés parce qu'avant, ce qui fait peur, je pense à tout le monde, hein, c'est de se dire: «On n'aura pas d'enfant» Ouais. et ça, c'est dur. Alors que là, du coup, j'avais déjà Léna, on savait que ça avait marché, donc j'avais pas cette crainte-là. Mhm. Et puis, mine de rien, quand on a aussi un autre enfant, on est bien occupé, donc on a beaucoup moins de temps pour, comme Ouais. je te disais, j'avais moins de temps pour être dans ma tête, Non, mais c'est cette ce que tu me fois-là. disais aussi quand on préparait cet épisode. Tu me disais j'aurais aimé savoir que ça va finir par marcher finalement parce que c'est beaucoup de stress, de tristesse et c'est difficile d'envisager qu'on n'aura peut-être pas d'enfant. Mais Non. c'est bien sûr c'est impossible de savoir que ça va marcher, mais Bah, c'est vraiment ça on hein, qui vivrait est les bien. choses tellement différemment si on pouvait être sûr que finalement ça va C'est ça. marcher. Même si Ouais, c'est dans 10 ans, le fait de c'est savoir que ça, ça va marcher, ça change exactement. tout. Ouais, Bien voilà, sûr. ça libère d'un poids Mm. et du coup, c'est vrai que je l'ai vécu complètement différemment cette, 2e fois. Donc du coup, là, si mes calculs sont bons, donc Léna avait 1 an quand vous vous êtes rapprochés à nouveau du centre de fertilité. Vous avez fait donc un cycle à blanc, le temps de faire les rendez-vous, etc. Elle avait quoi? Elle avait du C'est quoi, coup Mike? 15 mois, ça a duré 3. Oui, ben voilà, parce que 15 mois. D'accord. voilà, Donc j'ai à eu 3 15 cycles. mois, t'étais enceinte de nouveau. C'est dingue quand même, Ouais, hein? c'est fou, hein? Waouh. Ils ont pas Du beaucoup coup, c'est vrai que d'écart. C'est j'ai dingue. eu souvent la question du coup de, est-ce que je suis tombée enceinte naturellement? Ou c'était voulu? Ou et voilà, et j'ai eu une de mes tantes qui m'a dit parce qu'elle avait justement mon cousin qui galérait un petit peu avec sa fille qui me dit: «Mais c'était voulu?» Eh oui. Alors c'est vrai qu'on pensait pas que ça marcherait aussi vite, donc c'était aussi pour Ouais. ça qu'on avait démarré tôt, mais Mhm. on avait conscience que ça pouvait marcher et puis
on avait 35 ans, donc on n'était pas Petit vieux, hein, prêt, quoi. mais on savait qu'on n'était pas jeunes non plus. Et puis voilà, la petite enfance, c'est quand même c'est un très bon moment, mais c'est aussi un moment qui est très Prenant. fatigant et très prenant. Voilà, donc on avait aussi envie de connaître la phase d'après avec des enfants. Voilà, du coup, on Ouais, passait un peu assez plus vite. suffisamment proche, quoi. Bien sûr. Exactement, voilà. Et alors, cette grossesse, est-ce qu'elle se passe bien aussi? Tout va bien? Alors du coup oui, on est hyper serein dès le début, tout va bien, sauf que dans l'euphorie entre guillemets et dans la comme je là donc pareil, cycle de transfert, ça voulait dire des injections pendant 8 à 10 semaines tous les jours. Mmh. Et puis là, on fait une grosse boulette sans s'en rendre, enfin on s'en rend pas compte tout de suite. En fait, donc j'avais toujours des injections de progestérone et d'œstrogène, et en fait, c'est 2 petites fioles de médicaments qui sont identiques, enfin, qui sont vraiment la même taille, qui se ressemblent complètement. Et en général, c'était moi qui préparais les seringues et mon mari toujours qui me faisait les injections. Et un jour, j'ai mal rangé les flacons, j'ai inversé les flacons dans leur boîte. Oh mince! Et voilà. Et du coup, suite au test de grossesse, la positif, ma médecin me dit: vous pouvez arrêter les injections d'œstrogène, on va continuer uniquement avec les comprimés. Ça vous fera plus que la progestérone, ça vous fera une injection en moins, donc chouette. Donc du coup, je range mon flacon de progestérone dans la boîte d'œstrogène que je range du coup dans mon placard. Sauf que bien sûr, quand on est à ce stade-là de la grossesse, la progestérone, c'est ce qui est hyper important pour que la grossesse soit viable. 4-5 jours après, je suis pas là en fait. Mon mari arrive avant moi pour préparer les injections. Du coup, il a pas fait ça depuis longtemps, donc il est hyper méticuleux, il regarde tout, voilà. Et puis là, il se rend compte que c'est pas le bon flacon dans la bonne boîte. Parce que moi, depuis 4-5 jours, en fait, je me rendais pas compte. Je remettais mon flacon dans ma boîte, pas de problème. Donc là, énorme stress. Forcément, c'est le soir, le centre de fertilité est fermé. Voilà, donc vraiment grosse panique. Je me dis c'est une énorme boulette et ça va nous coûter la grossesse. Ah ouais, du coup, tu penses que c'est fini, quoi. Bah oui. Alors après, je savais que coup de chance, ma médecin en plus des injections de progestérone, j'avais des comprimés par voie vaginale. Donc j'avais quand même un petit apport en plus. Donc j'avais pas rien eu au final du fait de supprimer les injections. Donc là j'appelle en gros stress, l'infirmière me rappelle en me disant Aurélie respire, ne t'inquiète pas, normalement ça peut très bien se passer, c'est voilà. Donc et là puis on fait les échographies. Le bébé, l'embryon est un petit peu petit, mais rien de catastrophique. Le cœur bat, pas très vite, mais bon, il bat, voilà. D'accord. Donc on a quand même un petit moment un Donc tu petit peu de souffles? stress pendant plusieurs semaines, mais Ouais. voilà, on souffle et puis rapidement tout est confirmé que tout va bien, donc c'est bon, mais ouais. Ouais. Ouais, Et on un se dit petit coup mais de comment ça se surprendre, quoi. voilà et puis on se dit mais comment ça se fait? On faisait tellement attention, voilà. Mais là je pense que c'est voilà la lassitude, c'est de faire ça pendant des semaines et des semaines, Et on puis je veux lâche dire, un tu peu un l'attention. enfant en bas âge, Bah oui. tu la fatigue du début de la grossesse et puis le fait quand même que ce soit exactement les mêmes fioles aussi, enfin ça paraît quand même complètement fou. Bah oui, C'est, c'est ça. Bah ouais, enfin, donc bon. prochaine fois tu le marques avec du scotch rouge pour Ouais, être sûr voilà, de pas les je peux dire que confondre. les injections suivantes, on vérifiait bien à 2 fois, Ouais, moi et j'imagine. ensuite mon mari. Non mais ouais, le coup de stress. Après, j'en ai discuté un petit peu avec des amis, des gens autour de moi, je me rends compte que finalement, c'est fréquent que les gens fassent des erreurs dans Ouais. l'administration des traitements. Après, le problème, c'est qu'il y en a où ça peut être juste un coup, une fois, et finalement, ça a pas de conséquences, mais parfois, Mmh. quand c'est sur des Ça peut choses être fatal. essentielles ou sur plusieurs jours, ouais, Ça ça peut être peut être beaucoup plus grave. grave. D'accord. Mais bon, voilà, tout est bien qui finit bien. OK, bon, bah, tant mieux alors. Donc du coup, le Ouais. reste de la grossesse se passe sans souci? Voilà, la grossesse se passe bien. Bon, une grossesse forcément un peu plus fatigante quand on a un deuxième enfant à gérer, mais tout se passe bien. J'ai pas de perte de sang et je n'ai pas de diabète gestationnel. Ah, c'est la super Alors nouvelle. que ma gynéco m'avait préparé en me disant: «Non mais voilà Si vous l'avez Aurélie, eu une fois, vous l'aurez encore, quoi. vous l'avez eu une fois. A priori, en plus c'est probablement génétique puisqu'il y a pas de facteur de risque, donc c'est sûr que vous allez en avoir à nouveau». Ah bah, super surprise alors, génial. Ah ouais, bonne surprise. Du coup là, les injections sont vraiment terminées. C'est ça. J'ai pas surveillé Super. ma nourriture Et donc pas de déclenchement non plus? et donc pas de déclenchement. Ah ça, c'est une Mais super nouvelle. Ah, bébé ne veut pas arriver. c'est vrai? Moi qui étais persuadée d'accoucher, le terme c'était le 1er janvier. Donc j'étais Ah génial. persuadée d'accoucher avant Noël. Enfin voilà, j'étais Ouais, prête, ouais. je me sentais prête, il allait venir, c'est sûr. En plus, le col bien ouvert, tout, enfin voilà. Et puis non, ce petit coquin, il voulait pas sortir. Mais bon, ça a fini quand même par arriver 2 jours avant le déclenchement pour terme.
pour dépassement de D'accord. terme. Sachant que Donc le voilà. dépassement de terme, c'est même pas forcément un dépassement en France, non? Parce que Alors c'est oui, en 40 fait, semaines en France, c'est oui, voilà. 40 Donc aux semaines aux États-Unis, États-Unis, 40. c'est 40, donc j'avais dépassé le terme, mais ils avaient dit qu'ils me déclencheraient à 41, qu'ils voulaient quand même pas prendre de risques. Donc il est arrivé à 40 plus 5, je crois. D'accord, donc Donc presque le terme. finalement, quelques jours d'un terme français, exactement. D'accord. Ok, bon, super. Et alors cette rencontre, tout va bien? Bébé va Bah, bien? voilà, bon, il a eu la bonne idée d'avoir le cordon enroulé autour de lui, ce qui faisait que voilà, la poussée a été un petit peu longue, mais non, ça s'est bien passé. Bon, j'ai encore fait une hémorragie de la délivrance. Cette fois-ci, c'était le placenta qui voulait carrément pas sortir. Donc voilà, petite transfusion sanguine pour reprendre des forces. Mais bon, voilà, Ouais, ça a été quand même. ouais, ça a été. Puis au contraire, finalement, je regrette presque de pas avoir eu de transfusion sanguine la première fois, parce qu'après, je me sentais tellement mieux. Ouais, tu dois te rebooster quand même. Exactement. Donc ouais, non, là, j'étais pressée de faire cette rencontre parce que je sais pas, avec ma fille, comme c'est la première fois, on sait pas trop à quoi s'attendre. Enfin, là, j'étais hyper prête Mhm. et voilà. Donc ouais, très belle Ouais, rencontre. génial. Et alors ce petit garçon, comment il s'appelle? Evan. Super, d'accord. Et alors Voilà. là, du coup, il est tout jeune là? Parce que c'était Là, janvier 2020. oui, il va avoir bientôt. Enfin, il a 5 mois et demi exactement. 5 mois et demi. Waouh. Ouais. Ok. Voilà. Donc Génial. il a connu quasiment que le Félicitations. confinement, le pauvre. Ouais. Le pauvre, C'est c'est un clair. bébé confiné. Donc là, c'est là pour le coup là, ouais, où la distance avec notre famille nous pèse parce que nous, on est encore. Donc là, on est au mois de juin Ah et oui, ils pour le l'ont pas coup, nous. rencontré encore. Et voilà. Donc moi, mes parents ont eu la chance de venir et de repartir juste quelques jours avant le confinement. D'accord. Mais voilà, les parents de mon mari et la sœur de mon mari qui devaient venir après, bon, malheureusement, n'ont pas pu venir. D'accord. Ok. Ah, mais on espère ouais, que vous allez pouvoir Ouais, on organiser cette espère qu'on rencontre puisse rapidement. rentrer. Voilà. Ouais. Enfin bon, D'accord. je sais que bon, c'est pas que le fait d'être expatrié. Hein, pour beaucoup de gens aussi en France, ça a été le cas Ouais. d'avoir des Oui, bon, enfin accouchements bon, particuliers. Voilà. maintenant que c'est Bah oui. rouvert, tu peux rester dans ta voiture et même quitte à faire 5 heures de route, mais Mais les là, gens sont oui. quand même plus libres, quoi. Là, c'est vrai que les frontières sont fermées, donc Ouais. c'est un peu compliqué. D'accord. Tu disais que donc tu as fait beaucoup quand même de recherches, tu ne Ouais. connaissais pas forcément des gens qui étaient passés par là. Quelles Non, sont pas à les ce moment-là. choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ton parcours, des choses que voilà, tu penses qui pourraient être utiles à quelqu'un qui se lancerait dans un parcours à l'étranger notamment par exemple ou pas que? Bah, bon, si c'est pour un parcours à l'étranger, ouais, c'est bien se renseigner sur la prise en charge. Bah, parce que comme je te l'ai dit, tu vois, chez nous, les prix sont exorbitants, donc la prise en charge est capitale. Euh, donc ça, bah, bien se renseigner. Après, au Mmh. niveau ce que j'aurais aimé savoir, bah, c'est ce que je t'ai dit, bah, c'est savoir que ça va marcher, parce que finalement, c'est ça qui aurait eu le plus d'impact, moi, sur mon parcours, c'est de pas avoir Bien ce sûr. stress, hein. Mais bon, ça, c'est pareil pour tout le monde, et malheureusement, il n'y a pas de Malheureusement, solution. il y a pas de solution là-dessus. On Bah y non. travaille. Voilà. Après, moi qui angoissais beaucoup, et mon mari aussi, sur les injections, c'est de se dire, voilà, on s'en fait un peu toute une montagne, mais finalement, c'est pas si horrible que ça. Et finalement, c'est pas ce qu'on retient. Ouais. Le corps est bien fait, on oublie vite. Bon, c'est facile à dire après, hein. Je sais quand on est en plein dedans, c'est pas le cas, hein, mais je pense que ça m'aurait peut-être rassuré, tu vois, quand j'ai ouvert mon fameux carton avec toutes mes injections, de me dire, non, mais t'inquiète pas, C'est pas de ça c'est dont pas tu grave. seras. Et puis, bah, c'est vrai que je pense aussi, bon, nous, comme je te l'ai dit, on avait transparent, on avait beaucoup parlé autour de nous, mais le conseil que je peux donner aux gens, bah, c'est, s'ils s'en sentent capables, c'est vraiment d'en parler quand ils se lancent en parcours, parce que ça peut permettre de délier quelque part les langues et de savoir que peut-être des gens autour d'eux sont passés par là. Et je pense que ça peut aider, en fait, de vraiment d'en discuter. Nous, ça nous a un peu manqué de pas pouvoir en parler avec des gens, parce que du coup, bah, je me suis un peu repliée, bah, sur Internet, Mmh. pas tant que ça sur des blogs. Instagram, je connaissais pas trop, je savais pas trop si c'était si répandu que ça à l'époque. Mmh. J'avais trouvé par contre ouais, des familles sur YouTube qui en parlaient, des familles américaines, donc du coup qui permettaient de suivre un petit peu leur parcours. J'avais Mmh. regardé ça, mais c'est vrai que rien ne remplace, je pense, de pouvoir en parler avec des personnes qui sont passées par là. Ouais, à qui tu peux poser finalement toutes tes questions aussi, tu peux, Ouais, partager, tes doutes, tes c'est ça. joies aussi, bien sûr. D'accord, Mm. super. Alors du coup, donc si mes calculs sont bons, donc vous avez commencé, vous êtes senti prêt donc pour ce projet bébé en 2014-2015. 2015, Hem, ouais. 2015. Léna est donc arrivée il y a 2 ans et Il y a demi? 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Et puis donc Evan, il y a presque 6 mois. C'est ça. Comment est-ce que vous avez pris soin de votre couple pendant tout ce parcours? Les couples sont parfois mis un peu à rude épreuve avec l'attente, avec le fait que, bah voilà, c'est quand même difficile. Ouais. C'est difficile d'avoir
ce parcours en fait qui dicte beaucoup d'aspects de ta vie pendant quelques mois voire quelques années. Est-ce que vous avez mis des choses en place? Comment ça Ouais. s'est passé de votre côté? Alors on n'a pas au début, on n'a pas forcément mis de choses en place. On prenait les choses telles qu'elles venaient. On avait la chance d'être un couple, on va dire assez soudé, donc on n'a pas forcément ressenti le besoin de faire des choses en particulier. Moi déjà j'étais hyper soulagée que Jérémy fasse les injections et du coup vraiment contente qu'il s'implique autant. Donc voilà, je pense qu'on était vraiment impliqués tous les deux au même niveau dans le Super. parcours en fait, donc ça c'était vraiment important. Après quand il a commencé à avoir le premier échec, c'est là où on s'est dit on va essayer de se faire à chaque fois qu'il y a un échec, on se prévoit quelque chose avant pour se dire voilà, si ça marche pas, on fait quelque chose qui nous fait plaisir ou qui nous change les idées. Ouais. On a eu l'immense chance finalement de pas avoir eu à le faire souvent. Ouais. Mais après le premier transfert qui avait raté, on a fait une course. C'était une course bête, c'était 5 kilomètres, c'était organisé par la ville, mais voilà, ça nous a changé Ouais, un les idées. objectif et Mais puis un voilà, succès c'était un du coup, le fait objectif. de finir. Exactement. Et on D'accord, s'était c'est dit super. pour le deuxième transfert que si ça n'avait pas marché, on irait se changer les idées, on irait à Disney, faire tous les manèges à sensations fortes que si j'avais été enceinte, j'aurais pas pu faire. Enfin voilà, c'était aussi de se prévoir quelque part des choses qui Des nous choses que changent tu les pourrais idées. pas faire si ça avait marché aussi, du coup, on dirait ce que vous Voilà, avez choisi. exactement, C'est une super exactement. idée, ça. C'était ça, voilà, c'était ça. Pouvoir un Donc peu savourer la vie d'une autre manière, quoi. C'est une bonne idée. c'était ça, ouais. Et puis c'était voilà, donc c'était finalement on n'a pas mis en place grand-chose de particulier, mais voilà, c'était vraiment je pense qu'on en discutait de toute façon facilement, et puis on a eu la chance que ça marche assez vite. Donc on n'a pas eu, je pense peut-être que l'usure qui peut se mettre en place quand il y a des gens qui ont des parcours qui durent sur des années. Ouais. Après c'était un D'accord. petit peu différent pour la deuxième fois. Bon, ça a été très vite au final, mais quand on a déjà un enfant, en plus quand on est expatrié, nous on avait personne à qui confier Léna, donc donc clairement on n'a pas de temps pour nous, donc Ouais. mais bon, voilà, ça a été rapide et il n'y a pas eu de soucis. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir. Je pense que je suis pas dedans pour le moment, mais tu dois pas être du tout dans dans le même état d'esprit, quoi, quand tu te lances pour un second. Enfin, c'est Oui. intéressant. Je sais pas si tu peux développer un petit peu justement. Comme je te J'imagine disais, que. la principale différence pour nous, c'était voilà, comme on savait qu'on avait réussi, on avait quand même un stress vraiment en moins. Après, ce qui était plus dur à gérer, c'est que je voulais absolument pas que Léna se rende compte. Je voulais pas qu'elle nous voie faire les injections. Ah ouais. Qu'elles Ouais, comprennent elle pas. était, voilà, elle était petite, elle avait que 2 ans. Enfin là non, même pas, elle avait même pas 2 ans à l'époque, mais D'accord. non, je voulais pas qu'elle voie ça. Je sais pas, j'avais peur que ça lui fasse peur ou qu'elle se pose des questions. Je sais pas ce que je me disais, mais voilà, j'avais pas envie. Du coup, c'était un peu compliqué à gérer puisque on avait une petite fille qui ne dormait pas très bien. Donc trouver des moments pour le faire parce qu'il faut quand même voilà, il faut pas être stressé au moment où on fait son injection, bien sûr. Donc ça c'était un peu plus voilà, c'était un petit D'un truc un point de peu vue plus compliqué à logistique. gérer, voilà, logistique, mais c'est pas grand-chose. Mais Ok. oui, après c'était plus la fatigue à gérer, gérer aussi les rendez-vous fréquents alors qu'on n'a pas forcément la famille sur place, mais on a la chance d'avoir nous des amis qui sont super quelque part quand on est expatrié. Les amis, ça devient notre seconde famille, donc c'est vrai qu'ils ont assuré. On a pu leur confier Léna le temps de rendez-vous, et puis Léna allait quelques jours aussi à la crèche, donc on s'est arrangé en fonction de ça. Super, d'accord. Et alors, est-ce que vous avez prévu de leur en parler à vos enfants, de comment ils sont arrivés, de la FIV Alors ou oui. c'est pas vraiment décidé? Si, bien sûr, ce sera pas du tout une surprise. Maintenant, on n'a pas encore bien réfléchi à quel âge l'amener, comment l'amener. On pense, instinctivement comme ça, on se dit c'est au moment où on abordera la fameuse question de comment sont faits les bébés qu'on leur expliquera. Que normalement c'est comme si, mais que quand parfois ça ne marche pas et que ça a été le cas pour eux, de leur expliquer. D'ailleurs, parfois j'en rigole et je me dis quand ils me demanderont comment on fait les bébés, je pourrais avoir une réponse. Je pourrais leur dire la façon dont eux sont faits et pas expliquer l'autre façon. Oui, t'as raison pour la Voilà. normaliser. Ça fait rire mes copines, mais non, on leur expliquera bien, mais dans ma tête, je me dis que peut-être c'est à ce moment-là qu'on leur expliquera. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Il y a des Donc, bouquins super oui. pour commencer des histoires en fait justement pour commencer à raconter aux Exactement. Je petits. sais que ça existe, il faut que je regarde. Après, c'est vrai que j'aime bien regarder les livres en français, donc ce qui est un autre problème quand on est expatrié, donc dans un pays où il n'y a pas de livres en français. Enfin, après, je pourrais très bien prendre des livres en anglais, mais oui, je vais regarder ça aussi. On n'a pas trop réfléchi au comment encore. Ouais, bon, vous avez le temps encore, hein, mais d'accord. Oui, je pense que c'est différent quand c'est une adoption ou un don d'ovocytes ou un don de sperme, où là, je pense qu'il faut l'évoquer peut-être un petit peu plus tôt pour que ce soit pas genre une découverte, parce que c'est quelque chose qui peut jouer sur l'image qu'on a de ça, voilà, de qui on est. J'ai l'impression quand c'est une fille avec les gamètes des parents, c'est un peu différent. Je me trompe peut-être, mais
Mais enfin si, je me souviens d'ailleurs, j'avais lu une fois un article sur c'était une fille née par FIV qui témoignait, qui c'était assez violent, hein. Elle disait quand elle a appris que ses parents l'avaient eu par FIV, elle leur en avait beaucoup voulu parce qu'apparemment elle en voulait beaucoup à la vie et en gros elle était là, vous n'auriez pas dû faire autant d'efforts pour m'avoir. Ah waouh! Oh, Mais c'est bon, je vachement pense dur. que ça c'est horrible. C'est un cas un peu extrême, Ah ouais, j'imagine? mais je pense que Ouais. voilà, c'est un cas extrême et je pense pas que ce soit voilà. J'ai l'impression quand c'est une fille issue des parents que c'est pas forcément quelque chose Mmh. à aborder tout de suite, enfin, Ouais. je ne sais pas. Pour finir, il y a une phrase que tu partageais de ton mari qui comparait la FIV à un marathon et pas un sprint. C'est rigolo parce que vous faites des courses, vous faisiez des courses quand ça ne Oui, marchait alors pas, les attention, grandes nous ne sommes endurance. pas des grands sportifs, hein, je précise. D'accord, bah, du coup, moi, je m'imaginais que vous étiez tous les Non, dimanches en train de pas du courir en tout, famille. pas du tout. Et c'est vrai, hein, il faut être solide au sein du couple, Ouais. émotionnellement, physiquement. C'est vraiment un exercice d'endurance hein, sur la durée, malheureusement sur la durée. Ouais. Et tous les deux. Enfin bref, je voulais souligner cette phrase parce que je trouvais que c'était Bah oui, très, en fait, c'est très quand bien illustré. en préparant justement l'interview, je lui disais mais parce que finalement on a un parcours assez simple et tout s'est bien passé donc je lui disais qu'est-ce qui est intéressant de notre parcours à raconter qui peut intéresser d'autres couples quand finalement ça se passe bien. Enfin, justement, je suis quand même contente de témoigner parce que c'est aussi bien de pouvoir voir, je pense, pour les gens qui sont en galère que parfois ça peut quand même bien se passer. Parce qu'on entend Bien beaucoup sûr. d'histoires où c'est très très compliqué. Et Mhm. c'est là où du coup il m'a sorti sa fameuse phrase c'est pas un sprint, c'est de l'endurance. Et voilà, je pense il voulait dire aussi c'est ça qu'au niveau du couple, il faut être solide parce que ça peut être long et ça peut être usant, surtout si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis même je pense que soi-même il faut que chacun soit aussi assez costaud, assez solide pour gérer les déceptions. Mhm. Parce que c'est des moments, voilà, on a eu la chance de pas en avoir trop, mais bon, voilà, il y a des moments durs, comme je te le disais, moi, le moment où j'ai reçu mon carton de Compliqué, ouais. médicaments, le jour où on a l'appel qui est négatif, c'est quand même c'est quand même un choc, hein. Enfin, Ah bah bien sûr, il faut quand même minimiser ça. faut pas, voilà, C'est bien. c'est quand même c'est pas des parcours simples. Et puis, voilà, gérer l'idée que peut-être on n'aura pas d'enfant, ça a été quelque chose de Ouais, difficile. bien sûr. Mm. D'accord. Bon, eh ben, écoute, je te dis un grand merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Bah, de rien, ça Euh, m'a fait plaisir. Et puis c'est toujours, Qu'est-ce enfin qu'on... c'est assez rigolo de voir que même après tout ce temps, il y a des fois des choses quand je pensais pas, tu vois, qui me retouchent à nouveau d'en parler. Ah Comme bah quoi attends, on touche à... ça reste un petit peu quand même. Bah bien sûr que ça reste, c'est l'histoire de ta famille finalement. Enfin, Ouais. c'est comment t'es devenue maman et ça touche à quelque chose de très intime quand même. Mmh. Merci beaucoup. De Qu'est-ce qu'on rien. peut vous souhaiter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, de pouvoir profiter, voilà, profiter de la vie, profiter des enfants, que tout se passe Mhm. bien. Cette fois-ci, la famille est au complet? Ouais, la famille est au complet. Et c'est vrai que c'est aussi une chose où on s'était dit qu'est-ce qui se passe si on fait un cycle de FIV et qu'on se retrouve avec d'autres embryons. C'est un peu la Ouais. question. Parce que quelque part, voilà, voilà, là, la question se pose pas puisqu'on n'en a plus. Mhm. On pourrait très bien La repartir boucle en est bouclée. voilà, on pourrait repartir en cycle de FIV si on avait envie, mais non, je pense que voilà. De toute façon, on n'en voulait que 2 et puis en plus de devoir passer par là, après faut jamais dire jamais, hein, je le sais très bien quand j'en parle avec Bien sûr. avec mes amis, mais voilà. Non, pour nous là, Ouais. en tout cas aujourd'hui, la famille est au complet. Bon, eh ben super. Écoute, je te dis encore un grand merci. Je vous souhaite une excellente continuation, un bel été tous les 4. Et Merci. puis, merci pour tout. À bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alors-c'est-pour-bientôt-podcast et pour témoigner, direction le site internet alors-c'est-pour-bientôt-podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.